j'ai dit aux repreneurs, moi je vous soutiens qu'à une seule condition, c'est si vous allez pitcher devant les salariés, et à la fin on fera un vote. À l'époque, les packs d'actionnaires, personne ne savait ce que c'était. Les gens qui avaient foiré, on les mettait dans le placard, on ne voulait plus en entendre parler. On préférait acheter un ordinateur à 14 ans qu'une mobilette pour aller voir les filles. Et il a dit, bah moi, de toute façon, si vous ne voulez pas aller déposer le bilan, moi j'irai le faire, tout seul, j'irai vous dénoncer. Moi, j'ai tout perdu à ce moment-là. Je vais sortir avec 0. Je dis souvent, une mesure moi, qui me paraît très très juste, c'est de dire, on n'a pas le droit de créer des entreprises de plus de 1000, 10 000 personnes. Parce que se maintenir, c'est pas la même chose que construire. Déjà, c'est pas venu tout de suite. C'est pas day one que j'ai dit c'est ça la culture, etc. C'est une mayonnaise que je fais avec les gens au fur et à mesure du temps. Et accepter que de toute façon, toute personne qui rentre dans une boîte va bouger un peu la culture. Les gens, ils veulent savoir, quoi. Mais alors, la boîte, tu veux la revendre ou tu veux la garder toute ta vie? Du sujet. Ok, voilà. Donc là, faut pas que je sois... on fera pas de trop grosses digressions. Ok, faut pas que je fasse de trop de digressions. Bon, écoute, mon cher Alain, je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui. Puisqu'on a passé quasiment 4 ans ensemble avec l'aventure du Club Bootstrap. C'est comme ça que je t'ai rencontré. 4 ans déjà. Oui, 4 ans déjà. Ah ouais. La fin pour moi, la suite pour toi. Et puis, bah ouais, de sacrés moments, de sacrés séminaires. Et puis, bah, toi, tu étais quand même un des piliers du Bootstrap avec Jean-Louis Bénard de Sociable, un de ceux qui en parle le plus. Donc ouais, c'est comme ça qu'on s'était rencontré, que tu étais rentré. Et donc, ouais, très content de pouvoir parler de ton aventure entrepreneuriale qui est assez gigantesque, parce qu'il y a 30 ans d'entrepreneuriat maintenant. Ouais, 30 ans. Donc à poil, alors je suis venu quand même, tu sais, moi j'ai toujours un pull, donc à poil, toujours un peu froid, donc je vais être à poil de l'intérieur, hein, pas de l'extérieur, on est d'accord. Voilà, non, t'inquiète, il fait assez chaud dans le studio, tu peux te mettre nu sans problème. Et du coup, je vais lire cette petite présentation, puis comme ça, si t'as un rebond, évidemment, tu me le dis. Vas-y. Donc je vais lire cette petite présentation. Donc Alain, tu as connu toutes les crises en 30 ans d'entrepreneuriat. Et donc malgré tes cicatrices, tu es un peu pionnier de la tech qui défend ardemment la souveraineté numérique française. Alors avant ChatGPT, il y avait Alain GPT, puisque tu as lancé ta première boîte dans l'IA qui s'appelle Harissem en 96, que tu as autofinancé jusqu'à 25 salariés. Ensuite, tu as levé 20 millions de francs à l'époque. Des francs. En 99, donc avant la bulle. Tu as atteint 100 salariés et tu as préparé même la série B, ce qu'on appelle donc la deuxième grosse série de levée. Puis après, les galères se sont enchaînées, l'avion dans les tours en 2001, la crise des .com, les portes des clients et des fonds qui se sont fermés d'un coup. Résultat, tu as dû enchaîner 2 plans sociaux jusqu'à déposer le bilan en 2001. Et voilà. Et donc, tu as été finalement repris par un investisseur privé, puis revendu à Thales en 2004. C'est fou, hein, ouais. Alors, je n'étais pas tout seul, j'avais des associés, donc je suis cofondateur. Voilà, je ne vais pas m'arroger toutes les réussites comme les échecs. Bien sûr. Mais, voilà. Les dates sont bonnes. Hein, les dates sont bonnes. Les dates sont exactes. 2001, les tours, je peux te dire que je pense que comme tout le monde, je m'en rappelle, mais aussi pour d'autres raisons. Tu vois. Tu étais où quand les tours sont justement, on était au Joe Allen, qui était le resto qui était derrière Harissem. Et en plus, c'est un restaurant américain, tu vois, à côté de la rue Saint-Denis, là. Vous étiez où dans Paris? On était rue Saint-Denis. Rue Saint-Denis, d'accord. En face du plus grand sex shop européen, monsieur. Ok. Très bien. Ça veut dire que c'est avant aussi l'irruption de YouTube et tout ça, donc vous faisiez les afterwork là-bas ou... Bah, en fait, on commençait à connaître un peu les femmes qui déambulaient, tu vois, les péripapéticiennes, mais plutôt comme des voisines, si tu veux. C'est assez marrant comme situation, tu vois. Bien sûr, c'est un quartier populaire, c'est un quartier de... Et on a vu d'ailleurs au fur et à mesure partir tout ce qui était domaine sexuel pour aller remplacer par des fringues, tu sais, parce qu'il est devenu un peu ce quartier-là, tu vois. Le Sentier, oui. Donc c'est ce qu'on a, voilà, ça c'est ce qu'on a vécu. On était pionniers dans le Sentier, tu sais pourquoi? Parce que la fibre à l'époque Internet passait là. Et donc il y avait Yahoo qui était là, par exemple. Pourquoi? Parce que il y avait de l'Internet. Et Internet à l'époque c'était comme de l'eau. Il y avait des oasis et ils n'étaient pas nombreux dans Paris, quoi. Ah, c'est pour ça que les startups ont remplacé les fringues et les péripaticiennes. Exactement. Et on a lancé la fameuse association Silicon Sentier, qui est devenue, donc on était les fondateurs de cette assoce, ouais. Et le mot d'ordre politique, c'était Internet à tous les étages, comme le gaz. C'est un truc de fou, quoi. Ça paraît tellement loin, quoi. Ouais. C'est fou. Ok, alors je poursuis. Alors après, donc malgré ces montagnes russes, tu as lancé GemSpot pour remettre l'humain au cœur du net, le point net, hein, en 2005. Parce que tu étais effaré du modèle Google, c'est-à-dire des machines qui vendent nos données au plus offrant. Et donc ça a été d'abord un des premiers sites indépendants de référencement,
avec en 2007 le top 10 000 mondial des sites, donc une grosse Ouais, performance. on commence à bien monter, partout dans le monde, d'ailleurs, aux États-Unis aussi. En 2007, Google vous blacklist du jour au lendemain. En 2 jours. En 2 jours. Donc ça, tu vas nous en parler. Et puis, début 2008, bah, évidemment, la débâcle financière. Tu as dû faire un pivot vers un réseau social B2B pour survivre, quoi. Et pendant un an, ça a été... tu sais, les pivots, on imagine... Et nous, c'était... On a tourné... Parce que j'ai retrouvé, d'ailleurs, l'autre jour, parce qu'en fait, les 20 ans, donc là, je regarde les archives, et en fait, j'ai retrouvé, je sais pas moi, 10 presses où tu sais, tu essayes de dire, de raconter l'histoire autrement pour trouver un truc, pour trouver un marché. Sinon, on allait juste... fermer mettre la clé sous la porte. Et comme j'avais déjà fait une première fois, je pense que j'étais angoissé de le faire une deuxième fois, tu vois. Je ne voulais pas que ça arrive. Tu m'étonnes. De toute façon, on va parler juste après dans l'épisode du coup de cette première faillite. On va parler de la gestion de crise aussi, je pense, sur Genspot, qui va être très intéressante. Et donc ensuite, bah voilà, ce que tu m'as dit, c'est on ne sait jamais ce qu'une crise va générer de bon ou de mauvais pour une entreprise, c'est la façon dont tu vas réagir. Et donc du coup, toi, ce que tu as fait, c'est que ta première faillite t'a poussé à autofinancer à 100% Genspot, ne pas relever d'argent. Ton pivot de 2007 t'a permis d'arrêter la monétisation d'audience que tu n'aimais pas, donc modèle référencement. Le confinement de 2020, il a facilité l'essor de ton outil de collaboratif digital. Donc finalement, à chaque crise, il y a eu une opportunité. Et passé en remote, c'est-à-dire la boîte est passée en remote. Alors j'en avais envie, mais j'osais pas forcément. Avec les associés, on savait pas trop. Puis moi, c'est des décisions où j'avais un peu de mal à me positionner, tu vois. Oui, mais bon, tu vois, un peu. Voilà. Et en fait, ça nous a forcé au truc. Et en fait, par contre, dans la difficulté, on a au contraire trouvé que on a trouvé des solutions. On a fini par avoir des bureaux virtuels. Et moi, je me suis plutôt éclaté. Et là, je me suis dit, maintenant, on y reste. Ouais. Donc, tu vois, effectivement... Et c'est toujours 100% remote aujourd'hui. Et c'est toujours ce qu'on appelle remote first. Mais oui, c'est-à-dire que les gens viennent au bureau s'ils veulent. Mais comme on a recruté partout, en fait, il y en a très peu qui viennent. Donc, oui, on est remote. Mais on n'est pas remote only. Tu vois, c'est pas le côté... Il n'y a pas de physique. C'est juste un... On est remote first, c'est-à-dire qu'à 90%, les gens sont en remote. Quoi. Ah oui, d'accord. Très intéressant de creuser ça aussi, je pense, après. Et donc aujourd'hui, vous êtes une équipe d'à peu près 45-50 salariés, c'est ça ? Ouais, ça, ouais. Pour à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Exactement. Voilà. 100 000 par tête de pipe, tu sais, c'est un peu mon ratio. D'accord. Même si avec l'inflation, il commence à monter un peu. Il faut être plutôt à 110 maintenant pour être bien. Hein. 110, ouais, il faut monter. Ouais, c'est comme là, c'est voilà, 110, 120, on va arriver comme à l'autoroute, bientôt à 130. Ouais. Excellent. Et pour terminer, eh ben, sur le sujet du numérique, donc tu te milites pour l'indépendance numérique en France, alors où 90% de nos datas sont contrôlées par des services américains. C'est particulièrement le cas avec ChatGPT, que j'utilise moi-même, hein, je dois le confesser. Mais notamment, une de tes actions, c'est qu'en 2020, tu as réuni plus de 600 entrepreneurs pour empêcher l'AP-HP, donc l'hôpital de Paris, d'envoyer nos données médicales à Palantir et les transférer plutôt vers une solution française. Donc voilà, c'est tes sujets. Ça va être un grand plaisir de parler de tout ça avec toi. Tu vois, c'est effectivement, c'est un grand moment de... Bah, quand on a justement 30 ans de carrière aussi, il y a pas mal d'histoires. Et on va les montagnes. Après, il y en a certaines qu'on va de loin, des trucs où là où ça a été de la douleur au moment présent, on le sent plus. Tu vois, c'est comme quand on a fait une rando. Quoi. Tu te rappelles plus des crampes, tu te rappelles juste de la montée. De la montée, où tu vois justement le moment, tu regardes la photo, tu es en haut de la montagne. Enfin, tu vois, il y a des trucs, justement, c'est l'avantage des souvenirs aussi, c'est qu'ils lissent un peu des trucs. En parlant de crampes, mon cher Alain, je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti à poil et sans filet ? Moi, vraiment le truc le plus dur, parce que c'est... Pour moi, à poil et sans filet, c'est vraiment qu'on est au fond du trou, au fond de rien, quoi. Pour moi, c'est quand j'ai eu à un moment donné, on n'avait plus de cash dans la boîte, tu vois, on était vraiment short cash, tu sais, tu gères tout à l'euro près. En quelle année ? Donc là, on est plutôt, il y a bien une bonne dizaine d'années maintenant, tu vois, c'est un moment... Sur du coup Genspot. Sur Genspot, ouais. Et là, en fait, foirade complet sur les recrutements business, quoi. C'est-à-dire que tu vois, tu recrutes il y en a un qui marche, il part, tu recrutes un autre, c'est pas bon, etc. Et moi, au bout d'un moment, j'ai recruté vraiment quelqu'un dont tout le monde m'a dit, non, mais tu le sens, ça. Et puis moi, mais si. Puis tu vois, j'avais besoin, en fait, de vider, de remplir ce vide, tu vois, d'avoir quelqu'un business et tout. Et donc, je n'ai pas vu tous les... Voilà. Et la personne en question a foiré les clients. Et en plus, foiré les clients qu'on avait, on n'a pas trouvé de nouveaux. Donc là, on a dit, bon, ok, on arrête. Alors moi, j'ai dit, bon, ok, j'ai merdé, désolé les associés, c'est ma faute et tout. Et la personne, elle a un peu fait son, oh oui, mais je peux rester encore un mois, parce que comme ça, j'aurai le chômage, je dois payer des trucs. Voilà. Et moi, dans mon côté un peu social, tu vois, j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème et tout. On a attendu un mois. Et le lendemain, lettre d'avocat qui me dit, bah,
Voilà, vous vous êtes trompé dans tel document administratif pour la fin de période d'essai. C'est elle est en période d'essai en plus, en fait, c'est un no-brainer. Donc en gros, c'est pas compliqué. Soit vous allez voir, on sait qu'on peut peut-être gagner ou pas, mais là on sait que vous avez tant sur le compte en banque, nous on veut tant, et on arrête tout, sinon, voilà. Donc chantage, quoi. Et là moi, à ce moment-là, je me suis retrouvé, mais t'as plus de fric, t'as tes équipes, tu crois plus en l'humanité pendant 2 secondes. Et moi, tu sais, c'est un peu comme la soupe. Tu des moments où tu mets un truc pas bon dedans et tout d'un coup, tu as l'impression que toute la soupe est pas bonne, quoi. Ouais. Donc moi, ça touchait mes valeurs. Moi, c'est toujours plutôt positif avec les gens, toujours en confiance. Là, tout d'un coup, en plus, c'est moi qui avais amené le problème. Ah ouais, donc là, tu t'es senti au fond du gouffre. Ouais, mais j'ai failli arrêter, là. J'ai failli arrêter, mais vraiment en mode... écoute, de toute façon, ma vie... Tu sais, tu revois toute ta vie dans l'autre sens. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je suis pas entrepreneur. Moi, je suis pas entrepreneur by design, tu vois. Moi, je suis d'une famille... mon père était institut, ma mère était secrétaire de direction, donc entrepreneur, il n'y avait pas chez moi, tu vois. Si, mon grand-père qui était plâtrier, mais enfin, tu vois, c'est autre chose encore, tu vois. Avec son estafette et tout, c'est autre chose. C'est pas entrepreneur, tu vois. Enfin, c'est entrepreneur du bâtiment, c'est pas entrepreneur. Oui, puis c'est indépendant, c'est pas indépendant, salarié, c'est... Voilà. Et là, tout d'un coup, je me dis, bah ouais, en fait, tu vois, c'est à ce moment que tu dis, ouais, non, mais en fait, t'es pas fait pour être entrepreneur, c'est pas ta vie. Tu sais, il y a un moment, tu peux swapper tout ce que tu penses, tu vois, le revoir autrement, tu vois. Et voilà. Et comment t'as fait pour rebondir? Là, c'est le... Bah, déjà, j'ai le soutien de mes associés. Tu vois, ils m'ont pas mis au fond du trou en me disant, ouais, bah oui, c'est bien toi. C'est bien toi le responsable de tous nos problèmes. Déjà. C'est ensuite le fait que... Il y a un moment, tu sais, je pense, le fait d'être entrepreneur, il y a aussi une espèce de truc de combat qu'on a, en fait. Et que je pense que c'est très darwinien. Les entrepreneurs, au bout d'un moment, qui survivent à long terme, c'est qu'en fait, effectivement, même au fond des cordes, il y a un moment, ils se relèvent, tu vois. Il y a un petit côté... Et donc, moi, je pense qu'après ce moment vraiment d'abattement, bah, je me suis relevé. Au contraire, j'ai dit comment on fait les machins. Sur le cash, j'ai fait un plan cash. J'ai pris tous les salariés. Je leur ai dit tout de suite la vérité de ce qui se passait. Ça a toujours été aussi un gros appui. Tu vois, moi, quand je suis dans la merde... Enfin, après ma première histoire, parce que dans ma première histoire, je cachais aux employés les trucs. Le Harissem, quand ça avait failli. Je cachais. On va en parler, ouais. Tu vois, j'avais un côté, je cachais, non pas, tu vois, je suis pas un manipulateur, mais je suis plutôt par enfant, tu sais, je voulais pas faire peur aux enfants. Tu comprends? J'étais dans une posture, une mauvaise posture, mais voilà, c'était ma première boîte. Je découvrais le truc, puis personne m'avait jamais appris comment on fait ça, quoi. On s'est retrouvé à gérer 100 personnes. Enfin, tu vois, je sais pas si tu vois le truc. Enfin, moi, j'avais jamais géré. T'avais quel âge à l'époque quand vous avez monté Harissem jusqu'à 25, j'avais 25-26 ans. 25-26 ans. Ouais, tu vois. Ah oui, donc c'est très jeune. Donc t'avais pas du tout d'expérience de management. Non. Et donc tu te disais, c'est moi le patron. Il faut pas que j'exprime de doute. Il faut que que je tienne le navire. C'est ça. Et en plus, je suis personnellement quelqu'un qui a toujours été avec beaucoup de conviction. Donc je suis beaucoup aussi dans la rhétorique et dans tu vois, ça, tu me connais un peu là-dessus. Donc je peux être chiant, je peux être un petit côté petit prof et tout. Et donc si tu veux, quand je me suis retrouvé avec et l'autorité et mon logiciel, qui était mon logiciel d'ado adulte, tu vois ce que je veux dire, bah, j'étais toujours en train d'expliquer aux gens pourquoi j'avais autant raison, quoi. Et puis en plus, le marché te donnait raison, puisque vous avez levé 20 millions de francs à l'époque, c'était la bulle Internet, donc ça partait à toute vitesse. Donc toi, tu avais l'impression d'être le roi du monde, j'imagine. Alors, sur les fondamentaux de ce qu'on faisait, oui. Sur ce que tu viens de dire, pas du tout. C'est-à-dire que j'étais complètement à l'opposé, au contraire, déjà à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, la première fois qu'on m'a dit, tiens, je vais te présenter... c'est mon associé de l'époque qui m'a dit, tiens, je vais te présenter le pape du capital risque. Je lui ai dit, écoute, gars, ça commence mal. Parce que d'abord, je suis athée, donc le pape, si tu veux, pour moi, c'est pas une référence. 2, le risque, moi, je suis plutôt pépère, j'aime pas ça. Et 3, le capital, j'ai lu Marx... Et moi, je considère qu'aujourd'hui, il y a un problème entre le rapport capital-travail. Donc, je dis là, c'est la trilogie maléfique, si tu veux. Bon, un an et demi après, on levait des fonds. Donc, tu vois, Qu'est-ce qui t'avait convaincu si t'étais c'était contraire à tes valeurs? C'est au bout d'un moment, si tu veux, c'est vraiment ce que j'appelle... alors, il y a ceux qui sont en maîtrise de ça. Moi, je ne l'étais pas. D'accord, j'avais ni les codes, ni les valeurs, comme tu viens de le dire. Donc, je sépare bien les choses. Toi, tu as des gens qui trouvent que le pape, le capital et le risque, c'est super. Et j'ai envie de dire, eux, c'est formidable, tu vois.
Bon, y a pas besoin d'avoir du pape hein, dans l'affaire, t'as bien compris. Mais bon, tu vois, si t'es aligné avec ton truc, ça marche très bien. Bon. Donc moi, j'étais plutôt dans la position, tu sais, comme avec les trucs de tentation un peu du diable, qui vient de voir, qui dit, mais quand même, essaye, tu vas voir, tu vois. Et au bout d'un moment, tu vois des trucs qui se passent, qui ont l'air sympas, bon, évidemment, on voit que la partie positive des gens qui ont réussi, encore plus à l'époque que maintenant. Là, maintenant, d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a plein de choses qui ont changé sur ces questions-là. À l'époque, les packs d'actionnaires, personne ne savait ce que c'était. Les gens qui avaient foiré, on les mettait dans le placard, on ne voulait plus en entendre parler. Les médias ne mettaient en avant que les réussites. Donc, c'est une asymétrie d'information complète, quoi. Et moi, je savais que ce n'était pas le cas parce que j'avais été aux US et je connaissais un peu le monde US qui était justement, qui était plus ouvert. Et donc, j'ai bien vu que des fois, ça pouvait être gros crash system, quoi. Mais en France, tu avais un côté, on découvrait un peu le capitalisme, c'était un peu nouveau. Et donc petit à petit, bah, regarde, les autres, ils ont levé, regarde. Et un jour, tu dis, bon, ok, on le fait, quoi. Et effectivement, quand tu le fais, en plus, au début, pendant à peu près les 2 premières années, c'est juste magnifique. Et c'est après que, si ça marche, c'est super. S'il y a un problème, alors là, on passe en mode crash et c'est ce qui nous arrive à nous, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a précipité la crise, en fait, bah nous, d'Arisem, hein, d'Arisem, pardon. Bah nous, en fait, j'ai envie de dire, c'est tout bête. On avait une vraie croissance, hein, c'est-à-dire on avait vraiment des fondamentaux solides. On avait des logiciels au CAC 40 et on allait vers l'Europe, donc bah, tu vois, on n'était pas du tout, c'était pas un truc, une bulle, quoi. Hein, bon, mais on est passé à 110 alors qu'on avait de quoi payer 40 personnes. Parce qu'on a même, et encore, bah, 40, voilà. Donc la classique, Vici, on arrose sur la masse salariale pour conquérir le monde. Mais c'est le principe. Et le plan, c'était, bah, tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, il y avait une deuxième levée qui devait arriver, et on avait notre banque d'affaires en cours pour le faire. Là, on a nos term sheets qui arrivent, on a même d'ailleurs des propositions, par fax, monsieur. Par fax dans le sentier. Par fax, on a des trucs, voilà. Et là, il y a les avions dans les tours. Mais déjà, il y avait eu des prémices que ça commençait à chauffer. Donc déjà, on avait eu, par exemple, sur les term sheets, ça s'était un peu durci, tu vois, sur les conditions, les machins, mais bon. Et là, il y en a certains qui ont encore levé en 2000, tu vois, enfin 2000, puis tout d'un coup, là il y a eu nous, 2001, ça commence à être un peu compliqué en début d'année, mais on avait, ça y est, on avait un pool qu'on avait réuni, etc. Et là, c'est genre non. Ils se sont tous retirés. Et en fait, c'est là on a reçu, mais vraiment, hein, quand les avions sont tombés, bon, déjà tous les systèmes de communication ont été coupés, on a oublié ce truc-là, mais à l'époque, le fait que tout le monde aille sur Internet, toutes les lignes étaient saturées. Attends, je ne comprends pas, tu veux dire quand les avions sont arrivés dans les tours, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que tout le monde voulait voir ce qui se passait, et voilà. Donc nos fax ne sont pas arrivés le jour même, hein, mais le lendemain matin, on avait des fax, annulation de la term sheet. Nos investisseurs qui nous avaient dit qu'ils nous soutiendraient, là, évidemment, on fait une espèce de conseil d'administration un peu en urgence. Et là, tout d'un coup, il y en a un qui était important. Il y avait un petit jeune qui venait d'être nommé, alors que celui qui était avant, c'était un vieux de la vieille et tout, mais il n'était plus là. Et le petit jeune a paniqué. Et donc, il a dit, non, mais moi, de toute façon, je ne recave pas, je ne refinance pas, on ne fait pas de bridge, etc. Donc, les autres sont là, bah non, mais s'il ne fait pas de bridge, je ne fais pas de bridge. Et là, on se retrouve à poil. Et sans filet, voilà. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut comprendre dans la mécanique des levées de fonds, dans ces moments-là, c'est que c'est vraiment la ruée vers l'or, quoi. C'est-à-dire que si tout le monde est cupide, tout le monde est intéressé par un dossier, l'excitation monte et tout le monde se met à suivre, et puis c'est là où... Et d'ailleurs, c'est le but, tu vois, il y en a qui sont très forts, comme Guillaume Moubèche de l'Empire, par exemple, qui a une capacité à créer ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, en envoyant des mails en disant, bon, il y a déjà lui, il reste plus qu'une place, donc qu'est-ce que tu veux? Et là, tout le monde veut d'un coup se mettre à investir. Et à l'inverse, c'est la fuite en avant, courage fuyons, dès qu'il y en a un qui s'en va et qu'il y a un contexte compliqué. C'est un peu la loi du genre. Et puis après, effectivement, tu as des trucs. Et c'est là où, tu vois, moi, j'ai compris. J'ai validé. À un moment donné, par exemple, moi, je leur ai dit, mais attendez, là, en plus, je vous rappelle qu'il y a 9 mois, moi, je vous ai proposé justement de parler de plan social, parce qu'on en a fait 2, mais j'en avais proposé un avant. Parce que moi, j'étais en position un peu de DG, tu vois. Je dis, voilà, là, c'est pas compliqué. Si on n'est pas financé, il faut qu'on fasse un plan social. Alors là, on me dit, ah non, mais surtout pas. Si on fait un plan social, ça va donner un mauvais signal au marché, on ne pourra pas relever, blablabli, blablabla. Mais je dis, ouais, qui te dit ça? Les investisseurs. Mais je leur dis, ouais, mais enfin, en attendant, on va survivre, quoi. Non, mais ce qui est plus important, de toute façon, on vous suivra.
quand arrive ce fameux truc où ils disent ils me suivent pas, je leur dis attendez les gars, vous êtes gentils, mais il y a 6 mois vous m'avez dit que justement on fait pas de plan social et que si on n'avait pas de levée, vous suivrez. Ah bah oui, mais enfin bon, c'était à l'époque, hein, maintenant ça a changé. Bah, je dis bah non mais attendez, c'est quand même un problème de confiance. Ah bah non mais t'avais qu'à faire ton plan social. Bah, je ne vous en vouliez pas à l'époque. Ah bah fallait le mettre au vote. T'avais bien la majorité avec tes associés si tu voulais. Et là pour moi tu vois, ça c'est des trucs que je déteste quoi. Parce que les gens soient, enfin si tu veux, lâches ou qu'ils soient... Qui se défilent, qui changent d'avis, bon. Voilà, tu vois. Mais qui me fassent pas croire que j'avais ça dans les mains et qu'il aurait fallu que, entre guillemets, je les baise pour que pas qu'ils me baisent eux. Tu vois. En fait, c'est ça le message. T'aurais dû me baiser et comme ça, moi, je t'aurais pas baisé aujourd'hui. Ah d'accord. Ah oui. T'as fait la Vierge effarouchée, c'est ton problème, quoi. Bah c'est ça. Et ça c'est toujours resté pour moi un truc... tu vois, bon... Comment tu te sens à ce moment-là, tu vois, parce que je pense que ça arrive à pas mal de dirigeants, là, en ce moment, la période n'est pas facile, il y a pas mal de boîtes qui on a un record de faillite dans la French Tech, tu vois, c'est compliqué. Donc, il y en a pas mal, je pense, qui sont dans cette situation, qui nous écoutent, probablement. Comment tu te sens à ce moment-là, quand les term sheets sont refusés, quand tu te dis, bon, bah là, effectivement, on m'avait dit de faire un plan social, j'ai pas pu le passer. Comment tu te sens, tu vois? Ah ben on se sent, on sent encore combatif parce que justement on a encore la main, d'accord. Et c'est là où on va mettre en place les plans sociaux pour justement, qu'on va faire nous, pour arriver à passer. Parce qu'encore une fois on avait des fondamentaux qui étaient bons. Et en vrai, aujourd'hui, je sais qu'on pouvait passer. Mais, tu sais, les accidents, ça arrive jamais, c'est pas qu'une seule cause. Tu sais, on dit toujours les accidents, c'est multifactoriel. Ok, mais mes investisseurs me plantent. Très bien. C'est très bien, enfin pas cool, mais voilà. On aurait pu passer, mais c'était sans compter aussi les associés. Parce qu'il y a un des associés qui, lui, a paniqué. Et tu sais, pour être après passé donc en RJ, c'est les fameux, tu sais... Redressement judiciaire. Voilà, redressement judiciaire. C'est que tu as une déclaration de cessation de paiement parce que, à un moment donné, tu sais, tu fais le bilan de tes actifs passifs et tu es négatif. Bon, il y a plein de boîtes qui, tous les jours, passent et devraient être dans DCP. Tu vas pas être en DCP juste parce que tu attends le paiement d'un de tes gros clients qui n'a pas payé. Tu vois, dans la vraie vie, des boîtes un peu tendues dans les startups, il y a plein de moments, en fait, on est matériellement en DCP, mais pas vraiment. Donc DCP, c'est la cessation de paiement pour les auditeurs. Et en fait, mon associé a, lui, commencé à paniquer en se disant « Mon Dieu, mais s'il arrive quelque chose, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être parce qu'il avait peur pour qu'on aille le chercher, tu sais, sur ses fonds propres, si jamais tu fais des fautes de gestion, etc. » Alors que, franchement, ça arrive jamais, si tu veux, tu vois, voilà. Et il a paniqué et il a dit bah, « Moi, de toute façon, si vous ne voulez pas aller déposer le bilan, moi j'irai le faire tout seul, j'irai vous dénoncer. » Et là, tu dis bah, « Non, tu ne vas pas faire ça, gars. » Si. Le mec, d'ailleurs, se rongeait les ongles, il n'avait plus d'ongles, il fumait 3 paquets par jour. Enfin. Et là, tu dis, oh, ouais, bon, d'accord. Quoi. Mes associés, enfin, d'abord mes investisseurs, pas mes associés. Là, tu vois, c'est là où j'ai collapsé, si tu veux. Tu vois. Et là, tu te dis, bon, bah, va falloir que j'aille voir les salariés et leur dire, les clients auxquels... Et quand 3 mois, ils ont renouvelé la confiance dans ton truc. Enfin, tu vois, c'est là que t'es vraiment... tu vois, et tu vois, je peux te dire comment moi j'ai réagi pour survivre à ça, tu vois. Bah ouais, tu vas me dire. Mais à l'époque, du coup, tes salariés, tu penses qu'ils se doutaient de rien? Avec tout. T'avais certains qu'on avait recrutés qui avaient un peu de bouteille et qui voyaient très bien que c'était la merde et que ça allait être compliqué, tu vois. Et eux, bon, voilà. Puis t'avais des petits jeunes qui, eux, c'était leur première boîte. Pour eux, ils avaient vécu que le monde des levées et des grosses fêtes qu'on faisait. Parce qu'on faisait des grosses fêtes, je peux te dire. Et donc, très juvénile, tu vois, dans leur approche à tout ça, tu vois. L'argent, un peu l'argent magique, tu vois. Et très loin de... si eux, on était limite, alors ce que j'en plais plus jamais, on était une famille, tu comprends, c'est tellement cool. C'est pour ça que moi, à chaque fois, j'entends, ouais, moi, dans la boîte, on s'éclate, on fait des fêtes, on s'amuse et tout. Ouais, d'accord, 2 choses l'une. Soit les gens sont naïfs d'un côté, soit ils sont un peu manipulateurs de l'autre, mais il y a quelque chose toujours un peu bizarre. La monnaie de travail, c'est un truc dans lequel quelqu'un te paye pour une valeur. S'il n'y a plus de valeur, il ne te le paye plus. C'est pas juste pour s'amuser. Il n'y a pas de lien au-delà de la transaction financière. Enfin, tu vois, il faut aussi... voilà. C'est la relation tarifée, le business. Tu vois, c'est pas autre chose.
Après, on le maquille autour de trucs, parce qu'on est des humains, parce qu'on aime bien un peu machin. Donc là, il y avait un peu une espèce de naïveté, et donc très difficile aussi, plein de gens qui... Alors, quand on a commencé à faire les plans sociaux, là, quand même, là, il y a eu un... C'est plutôt là qu'il y a eu tout d'un coup un réveil, quoi. Des gens... comment ça? Bah oui, vous êtes 5, vous êtes 5 pour un truc, et là, on a qu'un seul client, enfin, une personne pour servir tous les clients. Et on est d'accord qu'il y en a 4 de trop. Ah, mais comment on peut dire ça? Je comprends pas. Bah, c'est pas toi qui es de trop, en tant que personne, c'est juste structurellement, quoi. Oui, dans ces cas-là, en fait, c'est vrai que tu dois gérer aussi, en tant que dirigeant, en jeune dirigeant, tu dois gérer en fait l'émotion des gens qui vivent ça souvent comme une remise en question personnelle, en fait. Alors que là, toi, tu peux, entre guillemets, toi, tu peux rien parce que tu es obligé de prendre ces choix-là, Oui. sinon la boîte s'écroule. Et là, tout d'un coup, c'est... là, pour le coup, bah, comme tu es aussi très... Dans le modèle, c'est toi qui décides de tout. Enfin, tu vois, le côté très... on était... Enfin, ce que je disais parents-enfants, bah, en fait, t'as tous les enfants qui disent bah, c'est quoi ce bordel, papa, que tu nous as foutu, quoi. Et en plus, avec, justement, tu as bien compris qu'entre associés, là, tout d'un coup, ça part en cacahuète, quoi. Ça part en cacahuète, c'est-à-dire que du coup, moi, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de bien ou de pas bien, je sais ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, tu vois. Qu'est-ce que tu as essayé de faire? Mais il y a eu les comportements des autres. Alors, le chantage de l'un, l'autre qui a commencé aussi à partir en vrille, donc... Et j'en veux à personne de ça. Tu vois, le stress, moi, j'ai toujours considéré que, moi, tu sais, on est des animaux. Quand tu stresses des vaches ou des poules, elles se comportent de manière totalement débile. Moi, je considère qu'on est à peu près au même niveau. Enfin, tu vois, moi, c'est ça Alors, sur le moment, je suis pas très content, tu vois. Mais tu vois, là, j'ai pas de... T'as plus d'animosité. Non, parce que le stress rend les gens cons. Qu'est-ce que tu penses que, tu vois, pareil pour des gens qui seraient peut-être en difficulté avec leurs associés en ce moment, avec des gens à qui ils font un projet et qui se disent, voilà, là c'est compliqué, on est dans une phase difficile, du coup la relation se tend. Qu'est-ce que tu penses que tu aurais dû faire différemment? Mais avant ça, j'aimerais remercier mon partenaire Magma. C'est une newsletter business qui est propulsée tous les vendredis par Orso Media. J'adore Magma parce que elle me permet d'avoir des nouvelles idées de business ou de détecter des tendances de marché. Par exemple, ils proposent des idées de startups qui ont cartonné à l'étranger que vous pouvez lancer en France ou vont te donner des analyses concrètes, précises, détaillées d'un nouveau marché en explosion en ce moment. Et puis plein d'autres rubriques qui parlent de tech et d'innovation. Voilà, Magma, c'est aussi une communauté avec des WhatsApp très actifs que vous pouvez retrouver pour vous entraider, pour recruter, pour tester des nouveaux produits, pour lancer votre startup. Voilà, donc il y a une vraie entraide et beaucoup de communication sur le groupe. Je trouve ça vraiment chouette. Et puis surtout, c'est plus de 1500 abonnés payants aujourd'hui, avec plus de 230 éditions qui sont sorties, des centaines de sujets traités, plus de 700 je crois. Et puis surtout, des lecteurs qui sont des entrepreneurs ou des investisseurs reconnus, comme Xavier Niel, comme Jean de la Roche-Brochard ou comme Mathieu Stéphanie. Donc voilà, si vous voulez les rejoindre, Magma, vous pouvez utiliser mon code qui s'appelle Bootstrap50, donc BOOTSTRAP 50, Bootstrap50, pour vous abonner à la newsletter Magma. N'hésitez pas et à bientôt. Moi, j'aurais dû toujours faire que les comportements déviants des associés ou du top management, parce que tu vois, des fois, il n'est pas très loin de ça. Là, pour le coup, il faut être intraitable. Tu vois, c'est-à-dire, faut pas mettre sous le... Après, en jugement, comme je le fais là, le stress rend con. Voilà, toi, c'est un peu ça mon analyse un peu basique. Hein. Mais au moment où ça se passe, quelqu'un qui devient con, sous stress et qui a du pouvoir, il faut tout de suite le sortir. Tu vois, il faut sortir au sens sortir de son comportement. C'est pas le virer de la boîte, tout seulement. Mais c'est toujours revenir aux fondamentaux de ce qu'on doit faire bien, tu vois. Et pas dire, hein, c'est parce que c'est sous stress que les gens font n'importe quoi. Ah ben tu comprends, et comme c'est lui, que c'est ton associé depuis toujours, tu comprends, c'est comme ça. Tu vois, c'est un peu comme dans les familles battues, tu vois. Ah ben tu comprends. Oui. Non, mais non, faut pas comprendre. Y a pas, on peut comprendre pourquoi les gens deviennent cons. Tu vois, ça c'est ce que je dis. Il faut pas les juger comme si personne n'est un Superman, tu vois, jamais. Hein, tu vois, je sais pas quand est-ce que. Chacun a un niveau, on peut craquer à n'importe quel moment et devenir con, tu vois. Mais socialement et quand on est en responsabilité d'entreprise, là il faut bouger là-dessus.
Voilà, ça c'est mon point. Et c'est ce que j'ai pas fait. Par exemple, tu vois, moi j'étais toujours à essayer de préserver le troupeau, à moyenner le truc, à justement à concilier la chèvre et le chou, à comprendre les uns et les autres, C'est malgré ça. des comportements ou dans tes tripes, en fait, tu te disais, non, mais là, ça va pas, quoi. C'est Ça ça. va pas être bon. C'est Oui, exactement mais en fait, après, tu dis, je te trouve même un peu gentil, parce que il y a des moments où, effectivement, il n'y a pas d'autre solution que de séparer la relation professionnelle, tu vois. Oui, non, mais je dis pas qu'il faut pas. Enfin, tu peux faire un avertissement, évidemment. Ça fait partie de des options. Je veux dire, c'est pas la seule, c'est ça que je veux dire. Rien que déjà, tu vois, moi quand il y avait des comportements qui étaient anormals, j'avais d'autres personnes dans le CODIR qui soutenaient ça. J'aurais dû dire, ok, bon, bah toi tu le soutiens, ok, dehors du CODIR, tu vois. À la limite, c'est même pas. C'est pour ça que je dis, virer de la boîte, c'est même encore autre chose. Mais c'est même virer des décisions pour tous les autres. Sinon, les autres, ils comprennent pas. Sinon, ils voient des gens à la tête du truc qui font n'importe quoi. Tu vois, c'est ça le truc. C'est pas seulement virer de l'entreprise, tu vois. Donc voilà. Et après, moi, ce que j'ai fait, moi, en tout cas, tu vois, je fais un truc assez rare. Je me suis occupé d'aller chercher des repreneurs. Moi, j'ai considéré que nous, on était disqualifiés. Donc, j'ai dit, bon, les associés, nous, faites ce que vous voulez de nous. Mais moi, en tout cas, je garantis la suite des... Et j'ai été construire les plans de reprise. Et on a eu 5 plans de reprise. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai travaillé à ce qu'il y ait une suite, tu vois. Et par contre, j'ai un des associés qui, lui, a trouvé une suite alternative, encore une, concurrente. Donc, on s'est retrouvé un peu en concurrence. Ça devait être l'enfer. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, c'est les salariés qui vont voter. Voilà ce que j'ai fait. J'ai trouvé les repreneurs et j'ai fait pitcher ces repreneurs qui, d'habitude, les reprises, ça se fait beaucoup en catimini, tu vois, de dirigeant à dirigeant, avec l'administrateur. Ça se fait un peu en conclave. À la fin, tu arrives devant le machin, tu mets un prix des gens que tu reprends. Enfin, tu vois, tout ça est très feutré. Et puis, hop là, c'est lui. Bon. Et moi, je dis non, je veux pas de ça. Moi, je veux un truc au grand jour. Et donc, j'ai dit aux repreneurs, moi, je vous soutiens qu'à une seule condition, c'est si vous allez pitcher devant les salariés. Et à la fin, on fera un vote. Et ça se faisait pas. D'ailleurs, ça se fait toujours pas. Enfin, c'est pas un truc naturel qui se fait. Normalement, c'est pas comme ça que ça se fait, les reprises de boîtes. Et d'ailleurs, l'administrateur a été un peu surpris. Parce qu'en fait, j'ai fabriqué un espace démocratique dans un espace qui ne l'est pas, normalement. Tu vois, voilà. Ça, mais comment il a accepté ça? J'en suis très fier, ça. Comment tu l'as convaincu, l'administrateur, de t'autoriser à faire ça? Tu sais, il y a plein de trucs dans la vie, en fait, c'est que tu n'as pas besoin d'autorisation pour faire des choses. Parce que il aurait très bien pu pas écouter le truc. Il se trouve qu'il a écouté les décisions des salariés. Mais il aurait pu écouter autre chose. À la fin, il y a un juge. Après, en fait, il s'est dit c'est une bonne décision, c'est une bonne initiative, et donc je vais le faire. Parce que ce qu'on se donne comme image du redressement judiciaire, c'est qu'effectivement, il y a un administrateur judiciaire qui est nommé, qui est censé suppléer, complémenter le dirigeant dans toute une série de décisions, notamment le fait de se séparer de salariés, des plans sociaux. Et du coup, en fait, l'image, c'est que tu n'as plus la main, tu vois. Donc, est-ce que c'est vraiment le cas ou Non, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est ce que tu dis, sauf qu'en fait, il est pas là pour... Il supplée pas. En fait, c'est un garde-chiourne. Il vient juste vérifier que tu n'as pas le droit de dépasser les limites. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est plutôt... normalement, tu es dans un espace infini dans lequel tu fais ce que tu veux, et tout d'un coup, le mec, il te met dans un tout petit truc qui fait 4 mètres sur 4 mètres, donc tu es plutôt en prison. Tu vois, et par contre, c'est toi qui gères le bordel à l'intérieur de ces 4 mètres sur 4 mètres. C'est ça, la réalité du truc. Tu vois, c'est pas lui qui dit tu achètes ci, tu payes plus ça. C'est simplement, il te dit, bah maintenant, de toute façon, c'est pas compliqué, t'attends dans la caisse, si tu dépasses d'1 €, là, par contre, je vais en liquidation tout de suite. Et puis, tu veux faire un plan social, c'est pas compliqué, tu me donnes une grille, et moi, je l'applique, et je regarde ce que ça donne. Puis moi, je regarde si, effectivement, il y a une projection possible pour un plan de continuation. Sinon, non. Et lui, il regarde ça comme un épicier, quoi. Donc, c'est pas du tout... Donc, c'est pour ça que c'est paradoxal. Les dirigeants se retrouvent encore à gérer leur boutique, mais dans un modèle de type, c'est comme s'ils avaient un espèce de superviseur... Tu vois, c'est pas tant qu'on est en délégation, tu vois. Voilà. Ouais, tu prends les décisions, mais par contre, si tu dépasses d'1 millimètre le cadre, notamment légal, ou alors voilà, l'utilisation du cash, ou voilà, là, tu te fais sortir. Donc, moi, ce que j'ai fait, donc ce truc-là, je veux dire, qu'est-ce qui t'empêche de faire un truc, t'as encore tes salariés avec toi, de faire venir s'ils veulent bien. Tu vois, pareil, par contre, j'avais aucun élément légal, au sens, j'avais rien qui obligeait personne. Les salariés auraient très bien pu dire, écoute, Alain, t'es bien gentil, mais ton truc, on le fera pas. Les repreneurs auraient pu dire, attends, moi, je veux pas passer devant. Il y en a certains qui m'ont dit ça, mais j'aurais dit, pas de problème. Faux mot. Il y en a 3 qui viennent. Si vous venez pas, je pense que les salariés sont pas contents. Et moi, je dirais à l'administrateur, vous n'êtes pas venus. Donc, ils sont venus.
Mais moi, je l'ai fait, tu vois, vraiment pour défendre le... Voilà, et donc, ça, c'est assez, assez unique, parce que j'ai jamais revu le truc. Ouais, c'est original. C'est original, bah, pensez-y si jamais vous vous retrouvez dans cette situation. Et sache qu'il y avait même des salariés qui proposaient une coopérative, mais là, ils sont pas allés au bout de la proposition. Et pareil, je les ai aidés, je leur ai donné tous les chiffres, tous les trucs. On est allé, parce qu'il y avait des gens qui... Et moi, si la boîte avait été reprise en coopérative par les salariés et que c'était ce qu'ils voulaient... Alors, parce que moi, j'étais, mais alors, vraiment très clair, très... comment on dit, justement, par rapport à un de mes associés qui était un peu... Lui, il voulait tel plan ou tel autre, parce que dans un cas, il avait d'ailleurs, il était repris, il avait de l'argent. Enfin, il y a un truc un peu... Moi, c'était très clair. Hein, c'était en mode... Moi, je considérais que j'étais plus dans... Enfin, j'étais plus dans l'équation. Que ce que je voulais, c'était que les salariés, eux, soient contents de ceux qui resteraient. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le privé a repris, qui était un mec, finalement, comme que la démocratie, c'est un peu compliqué. C'est pas révélé le plus sympathique de la Terre, mais les autres trucs, de toute façon, sont allés aussi un peu au tas. Donc finalement, c'était le moins pire. Quand on regarde de loin, en fait, c'est pareil, hein, c'est marrant. Hein. Un an après, on aurait dit, ah putain, peut-être on aurait dû avec les autres. Et puis en fait, l'autre boîte, elle a craché aussi. Donc tu dis, oula, en fait, non. Et à la fin, deux ans plus tard, on a été racheté par Thales. Et donc, du coup, mais toi, dans ces moments-là, tu as récupéré de l'argent ou tu n'as rien sorti à ce moment-là? Parce que du coup, trop de dilution. Ah non, mais mais moi, moi, j'ai tout perdu à ce moment-là. Tu as tout perdu, donc tu es sorti avec zéro, quoi. Je suis sorti avec zéro. Et donc là, on est en... Alors qu'à un moment donné, il y avait des valos de dingue. On était monté à des valos de plusieurs centaines de millions de francs. Donc, tu vois, aujourd'hui, on serait une licorne, vois-tu. Et qu'à un moment donné, j'ai eu une opportunité de vendre mes parts. Et tu vois, là, j'étais vraiment trop bon, trop con. Tu dis que j'étais gentil, mais de toute façon, j'ai un petit côté, des fois, un peu gentil con, tu sais, voilà. C'est que je voulais pas vendre... c'était quoi, 2% de parts, en plus, c'était rien. Ça aurait payé ma maison. Enfin, moi, je viens d'une famille très pauvre, donc tu vois, je viens pas du tout de... Voilà. Et les autres associations ont dit, mais non, tu vois, les culbutes d'après. Et j'ai pas voulu le faire en me disant, ça va être injuste vis-à-vis d'eux. Aujourd'hui, alors là, je peux dire, je vendrai mes parts et ils veulent pas, tant pis pour eux. Voilà. Ah, c'est-à-dire que toi, tu avais l'opportunité de vendre une partie de tes parts. On avait tous l'opportunité de le faire. Mais c'est toi qui as refusé pour tout le monde? Non, j'ai refusé parce que eux voulaient pas le faire. Donc j'ai dit, je veux pas. Tes associés ne voulaient pas. Moi, je voulais pas toucher du cash et qu'on n'aurait pas eu. D'accord. Mais ce que j'ai découvert après, si tu veux, j'ai découvert. C'est marrant, j'étais pas assez clair là-dessus. C'est qu'en fait, eux, ils avaient déjà des thunes et du cash. Ils avaient tous leur appart qui avait été donné par papa-maman. Ils avaient grand-père qui leur donnait de l'argent tous les ans. Et que moi, non. Et en fait, si tu veux, là, je me suis dit, bah, tu vois, là, je me suis dit, bah, là, même dans mon logiciel personnel, j'ai vraiment été très con. Ah ouais, c'est intéressant. Comme quoi, effectivement, ce qu'on croit parfois être un exemple de vertu, en se disant, voilà, je vais pas abuser des autres. Voilà, en fait, tu connais pas la situation. En fait, charité bien ordonnée commence par soi-même. Bah, c'est ça. Il faut surtout être clair sur ses intentions, clair sur ses besoins, en communiquer. Et comme toi, tu étais probablement un jeune manager, bah, tu l'étais pas. Et donc, le problème avec l'argent, pas clair avec l'argent. Pour moi, l'argent a toujours été sale, donc en avoir, c'était pas propre. Donc, tu vois, donc qu'on en ait tous, ok, je veux bien, tu vois, mon côté un peu socialo. Non, mais voilà, et tu te retrouves après à te dire. C'est pour ça que l'histoire, après, quand on regarde un peu ce qu'on fait, des fois, effectivement, au temps présent, on prend des décisions qui ont l'air justes avec un logiciel moral qui a l'air carré, propre et tout. Puis en fait l'histoire te donne aussi d'autres. C'est pour ça que je me méfie toujours de l'idée de se dire les crises, qu'est-ce qu'elles vont nous amener, tu vois, justement. Ça dépend beaucoup comment on les prend, comment on les gère. Et alors, tu en as vécu une deuxième avec, pour le coup, Jamespot, avant de faire les pivots. C'est-à-dire que vous avez commencé à être dans les top 10 000 des sites. C'était un site de référencement à l'époque. C'était en 2007, je crois. C'était pas un site de référencement, c'était un site qui a été très bien référencé. Site très bien référencé. Tu vois, parce que c'était un site très, très utile. Aujourd'hui, on dirait que c'est un peu un Reddit ou tu vois, c'était un mélange entre, on dirait, je sais pas moi, Reddit et Pinterest. Parce qu'en fait, on fabriquait des spots, Jamespot, dans lesquels les gens publiaient tout ce qui était des news ou des informations sur un thème. Et donc, si au bout d'un moment, un spot, c'était l'endroit où, sur un thème donné, comme une recherche Google, tu avais vraiment des résultats très frais et très top, quoi. Et donc, cette page-là était très bien référencée par Google. Et on montait comme ça. C'est pour ça qu'on est entré dans le top 10 000 des sites. Enfin, tu vois, mais on a une approche, c'est pas un peu sociale, tu vois, quand même. D'où le fait de remettre l'humain, blablabla. Mais effectivement, au début, Google nous indexe, c'est super. Après, tu as des annonceurs qui m'appellent, on va vendre de la pub. Et là, déjà, tu vois, moi, j'avais
enfin, j'ai toujours un problème avec la publicité. J'ai pas un problème avec la réclame, mais j'ai un problème avec la publicité. Prendre du temps de cerveau disponible pour obliger les gens à regarder dans une direction sur les produits qu'ils veulent pas, ça m'a toujours posé un problème existentiel, tu vois. Alors que la réclame, de dire, bah, attends, je cherche une voiture laquelle je les compare, je les regarde et tout, ça c'est bien. Enfin, je considère qu'on a besoin d'information. Mais l'information, c'est pas la publicité. Tu vois, mettre une nana à poil devant une voiture, c'est pas tout à fait donner de l'information sur la voiture, si tu veux. Tu vois? Ok, je vois ce que tu vois la veux dire. différence. Voilà, mais oui. Okay. Voilà. Et donc ce modèle-là où justement on essaie de te faire, de te payer pour mettre des nanas à poil devant ce que tu proposais, ça te semblait un peu immoral et donc t'étais pas fan quoi. Mais il fallait bien vivre. Mais il fallait bien vivre, donc pas assez immoral pour dire non. Plutôt, tu vois, dans ces cas-là, tu trouves plein de justifications pour trouver que finalement c'est pas si mal. Hein. Toi, moi qui ai toujours tapé sur la pub, tout d'un coup, et c'est là, tu t'en trouves un peu pris en oh, bon, comment je vais faire, tu vois. Voilà. Et donc, d'ailleurs, on cherchait aussi à monétiser en carte bleue un peu B2B en se disant, bon, vivement que les gens payent pour des vrais trucs, parce que j'ai pas envie d'être pris par ce truc de publicité. Bon, enfin, moi, j'ai pas eu le temps d'être pris vraiment, parce qu'effectivement, Google a pris son gun, 90% du trafic un jour, 90% du trafic de ce qui restait le lendemain. Donc, tu vois, on est passé... et ils nous ont même désindexé. Mais pourquoi ils vous ont désindexé, Google ? Parce que tous les services comme nous, parce qu'il y en avait d'autres à l'époque qui étaient en train d'arriver, tu vois, ont commencé à faire de l'ombre à Google, parce que lui, son principe, c'est qu'à un moment donné, il voulait surtout pas qu'il y ait et c'est là où, tu vois... Quelqu'un d'autre, il voulait pas que quelqu'un d'autre se rémunère sur de la publicité. Voilà, et que parce que d'abord, ça permettait... tu vois, nous, on achetait de la pub, par exemple, dans des régies qui étaient à l'époque alternatives à Google. Le jour que nous supprimons, bah, tu vois, on a arrêté d'acheter de la pub à ces gens-là. Donc ces gens-là ont eu... Voilà, il fallait repasser par Google, mais obligatoire. Donc ils ont tué tous les sites qui n'étaient pas Google-centriques, si tu veux, tu vois. Et d'ailleurs, les seuls qui ont survécu après, quand tu regardes, c'est... Bon, il y a les leurs, hein, Google, YouTube et compagnie. Et puis après, c'est ceux qui sont rentrés par login password. Et c'est là où tu as l'histoire de Facebook. Tu vois, on crée vraiment, effectivement, un espace alternatif. Un espace alternatif, un Internet dans Internet. Et non plus un espace ouvert, parce que justement, en gros, Google, bah, fuck la police, quoi. Il ne peut pas rentrer dans Facebook. Et d'ailleurs, le premier gros mastodonte qui fait de l'ombre à Google en termes d'audience, c'est Facebook. C'est Meta, quoi. Oui, mais parce qu'il n'est plus en risque. Et tous les... surtout les Américains comme les Français, qui avaient des trucs un peu comme nous, alors il y avait plein de trucs différents, issus des blogs, il y a plein d'initiatives sympas, tu vois, un peu dans la même logique. Nous, on l'avait bien performé, mais il y en a d'autres aussi qui avaient... Wikio, par exemple, qui avait été racheté après par Chapaz, mais bah, c'est pareil, ils se sont fait désindexer. Ce qui est drôle, c'est que tous ces gens-là, on était les premiers désindexés, parce qu'on avait une croissance qui était pas mal, et en fait, ils sont tous venus me voir. Moi, quand j'allais leur parler, ils m'ont dit « Non, mais que t'as fait des saloperies avec Google. » Je dis « Mais non, en plus, je te rappelle, quand on s'est vu le mois dernier, tu me disais qu'on était des quiches en SEO. Parce que moi, j'ai toujours été une quiche en SEO. Parce que, tu vois, tu comprends, je cherche pas le SEO parce que je trouvais pas que c'était intéressant, tu vois. Vraiment, voilà. Donc, j'ai jamais travaillé ça, moi, le SEO. Le SEO, c'est le référencement naturel. Oui, le référencement naturel. Pour être justement... travailler les mots-clés... pour être bien sur Google. Pour être bien sur Google, ouais. Et moi, j'avais des compétiteurs qui le faisaient mieux que nous. Nous, non, mais on avait par contre, nous, de l'audience. Enfin, tu vois, c'était plutôt l'audience qui nous faisait grandir, nous. Et l'audience des people, quoi. Et en fait, ils m'ont dit, ouais, tu faisais... En fait, ils ont pensé que je faisais des trucs tricky. Et moi, je leur ai dit, non, les gars, vous savez quoi ? C'est le gros méchant Google. Il vient d'enlever Don't Be Evil. Il l'a enlevé. Hein. À ce moment-là, il a enlevé Don't Be Evil. Ah oui, il a le slogan Don't Be Evil. Ouais, comme par hasard, au départ, c'était ne pas faire le mal. Il a commencé à l'enlever. Je dis, le jour où il l'a enlevé, je peux vous dire, c'est qu'il l'a déjà fait. Parce que quand tu l'enlèves, c'est que tu as déjà fait le mal. C'est pas que tu préviens que tu vas le faire. Et nous, on a été désindexés pour ça. Et vous allez voir que vous allez tous vous prendre une balle dans la tête. Bon, bah voilà, 6 mois plus tard, j'en ai un qui s'en est pris une. Mais là où Google est très fort, c'est qu'il a fait Tube. Ça, il a été doucement. Il les a tous tués. Évidemment, chacun, après, s'est retrouvé avec un business model où ils ont été obligés de changer, quoi. Et à la fin, si tu veux, Google est ce qu'il est aujourd'hui. Et là, tu dis, bah ouais, c'est les méthodes de voyous. Bon, bah, méthodes de voyous, mais c'est américaine, mais à la fin, c'est eux qui gagnent, quoi. Bah, toujours western, business, quoi. Toujours business, ouais, western, exactement. Ok, donc là, à nouveau, déjà, quand même, pour revenir un tout petit peu en arrière, ce qui m'interroge, parce que je pense que c'est le cas pour tu vois, il y a plein d'entrepreneurs qui ont raté des boîtes, tu vois, et qui réussissent leur 2e, leur 3e, leur 4e, parfois leur 5e. J'en connais un, Raph, on l'embrasse, et il est en train de réussir sa 9e, je crois, tu vois. Pour le coup, ça marche très bien. Enfin, il a réussi la 8e ou la 9e. Donc,
Qu'est-ce que tu as trouvé comme... après avoir du coup vendu à Thales, cette aventure difficile quand même de Harissem, qu'est-ce qui t'a remotivé à lancer une boîte? Qu'est-ce que tu voulais prouver? Qu'est-ce qui t'a donné de la force en fait? Bonne question. Moi, je pense que j'ai un moteur interne d'innovation sur tout ce qui est produit numérique et tout, qui est un geyser, quoi, tu vois. C'est genre, dès que j'en arrête un, j'en repars un autre, quoi. Donc moi, c'est ça plutôt, tu vois, c'est cette idée de produire. Enfin, moi, le côté créatif, tu vois. C'est un peu irrépressible. Et après, par contre, socialement, comment tu fais comment tu fais ça? C'est comme, tu sais, je fais aussi de la musique. Bah, il faut trouver un groupe, il faut trouver une cave pour enregistrer. Donc, comment socialement tu construis ton geyser interne, tu vois. Et moi, c'est la partie créativité dans le numérique. Moi, j'aime les ordinateurs. C'est pareil, ça c'est une question très profonde. Pourquoi je veux dire, j'aurais pu avoir une autre vie peut-être, tu vois, mais voilà, moi j'aime les ordinateurs, ils me parlent, je leur parle, enfin tu vois, je suis connecté avec ce truc-là. T'étais geek quand t'étais petit? J'étais geek quand j'étais petit, voilà, j'ai préféré acheter un ordinateur à 14 ans qu'une mobilette pour aller voir les filles. Enfin, moi je dis souvent, c'est quand même ça, il n'y a pas besoin d'aller sur un divan pour dire que c'est profond, quoi, tu vois, comme truc. Je me suis rattrapé, hein, mais tu vois, tu vois le truc, quoi, et donc ça c'est vraiment le... Et donc, ce que j'ai aussi compris, parce que j'aurais pu être chercheur, tu vois, mais le monde de la recherche, je le trouvais trop, justement, académique, structuré, avec ces espèces de vieux barons qui sont là, qu'en gros, il faut attendre d'être vieux pour être écouté. Enfin, il y a un côté, moi, je suis un excité, moi, il faut que ça aille vite, tu vois, donc c'est pour ça que l'entrepreneuriat est venu à moi, si tu veux. C'est que je me suis dit, putain, c'est là où il y a de la liberté, et j'ai eu un rôle modèle. J'ai quand même fait j'ai quand même été salarié. Ma première boîte, où d'ailleurs j'ai refusé plein de jobs avant d'arriver là, parce que c'est la boîte qui faisait la sémantique en France, c'est une start-up, et ils étaient 5, et bossé pour les services de renseignement d'ailleurs. C'est moi qui venais juste de finir, d'avoir pas fait le service militaire en me faisant réformer, tu vois le truc, c'est drôle, je bossais pour les militaires. Ça c'est pareil dans les trucs de la vie, tu vois. Et les mecs, ils avaient un dossier sur moi. Parce qu'ils savaient que j'avais un peu... T'avais réussi à esquiver le service. Et ils m'ont dit, oui, on connaît ce genre de profil. Incroyable. Ah, c'est drôle. Et là, j'ai vu un mec qui avait une boîte de 5 personnes et il faisait ce qu'il voulait. Et on a inventé, d'ailleurs, moi, j'ai fait un truc à l'époque dans cette boîte-là, en tant que salarié, qui était ce que j'avais en tête. Et je me suis dit, putain, la liberté, c'est entreprendre. Donc, moi, le rapport à la liberté et l'entrepreneuriat, donc après, par contre, tu vois, mon côté bon élève, tu vois, il se revoit aussi. Revente à Thales, il y a une boîte dont on n'a pas parlé, ça s'appelle Eva l'Image, que j'ai lancée. Comment tu dis? Eva l'Image. Eva l'Image. Eva l'Image, juste après Thales. Et là, c'est genre, ok, maintenant j'ai fait un cycle complet, je pense avoir compris toutes les conneries qu'il ne faut pas faire. Et là, j'applique toutes les recettes, je lance le truc en même pas 3 mois. On fait un truc de techno assez innovant, on génère des rapports automatiques de ce qui passe sur le web sur une marque. À l'époque, tu avais un PowerPoint comme s'il avait été rédigé par un consultant. Donc encore avec de l'IA, y compris avec ce mois-ci, vous faites mieux que votre concurrent sur la dimension, par exemple, de la perception de vos utilisateurs en facilité. Tu vois. Et les gens étaient persuadés que les trucs avaient été faits par des humains. Donc on leur vendait ça, alors qu'en fait c'était fait par une machine automatiquement. Tu mettais le nom de la marque, 3 concurrents, Enter, et tu avais ton rapport qui était généré automatiquement. 2004, 2003. Donc toi, tu as fait quand même de l'IA bien avant l'IA. Hein. C'est J'ai fait ce qu'on dit Alain GPT. Mathieu, mon associé, aime bien le rappeler. Les gens étaient persuadés que c'était des gens qui écrivaient ça et tout ça. Il me dit, le consultant en fait, qui a écrit ça, on pourrait lui parler, machin. Et donc vous, à l'époque, comme l'IA, c'était pas à la mode, vous faisiez croire, enfin vous, ça vous a gagné énormément de temps d'avoir créé ce produit pour faire des rapports. C'est pas chic de faire ça. Tu l'aurais fait par une IA, les gens auraient dit, c'est pas sûr que ce soit vrai. 2003-2004, on est dans le creux de la vague de l'IA, plus personne n'en parle, c'est merdique, tu vois, voilà. Bon. Et donc, projet SaaS, lancé, très propre, pam, on a nos premiers clients, machin, truc. Sauf qu'après, le sujet, pour plein de raisons, mais ça m'intéressait pas. Et les gens à qui je parlais m'ont envoyé une image d'un usage de mon outil que je trouvais pas positive. Il y avait aussi les politiques, parce qu'en fait, on a fait aussi le baromètre des présidentiables, parce qu'on regardait sur le web qui était présidentiable. Et ça, c'est pareil. Je suis allé voir tous les partis politiques qui, à l'époque, ça m'a ouvert la porte de tous les partis politiques de l'époque, hein, des présidentielles de l'époque, mais ils m'ont tous renvoyé en attends, mais jeune homme, Internet, non mais sérieux. Parce que ce qui s'est passé, si je prends par exemple des Verts,
c'est que les présidentiables qu'on avait trouvés, nous, il y avait une certaine Cécile Duflot. Sauf qu'elle était inconnue au bataillon à l'époque. Attends, là, c'est en 2004, donc c'était pour l'élection de 2007. C'est ça. Où Sarko a été élu. C'est ça. Et donc, on dit, voilà, dans les primaires, vous avez Cécile Duflot qui va arriver. Je me suis pris des sarcasmes, mais des trucs violents d'un point de vue, tu vois. J'ai quelqu'un qui me fait rentrer, par exemple, au sein des Verts avec quelqu'un très haut placé. On se retrouve à la mairie de Paris, machin. Alors, il paraît que vous avez un nouveau truc de sondage. Alors, où j'en suis? Ah, bah, je suis désolé pour vous, parce qu'en fait, voilà, vous êtes là, et puis Cécile Duflot, elle monte, c'est elle va dépasser celui qui était le prétendant. Je ne vais pas donner les noms, mais on pourrait retrouver. Et là, il se retourne vers ma copine qui bossait pour lui, hein, qui était DIRCAP, quoi. Et qui... non, mais qu'est-ce que tu me fais avec Internet? Tu vois bien que c'est n'importe quoi. Cécile Duflot, mais jamais, jamais. Bon, jeune homme, je vois bien que vous faites des efforts, mais enfin, franchement... Et tu sais, l'humiliation. Et moi, je dis, mais si, vous savez, le numérique, c'est important, monsieur. Moi, je sais quand même ce qu'il en est. Et je peux vous dire que c'est en train d'arriver, etc. Bon, écoutez, ça fait 20 ans que je fais de la politique. Vous n'allez pas à me prendre mon métier, machin truc. 20 minutes après, j'étais dehors, il pleuvait en plus. Je me rappelle, je me suis mouillé. Enfin, et là, tu vois, tu dis, OK, je fais un truc, tu vois, et c'est pas rewardful, tu vois. Et, bon, c'est Cécile Duflot qui a gagné, hein, d'ailleurs, hein, tu vois. Et j'ai revu le mec une fois, je lui dis, alors, au fait... Et le mec m'a regardé comme ça, genre... Et voilà. Donc on a revendu la boîte très vite. Moi, je chantais que ça allait être chiant. Ah oui, d'accord. Mais donc en fait, quand même, tu as bénéficié du succès, enfin de l'échec plutôt d'Arisem pour remonter une boîte rapidement, la revendre, gagner un peu d'argent. Oui. Et surtout, si tu veux, me refaire justement un ego, tu vois. Je suis capable de monter un éditeur logiciel. Je suis capable de le faire grandir très vite. Je suis capable de le revendre. Et là, tu ressors de là. OK. Mon histoire n'est pas juste une succession de trucs dans lesquels j'étais en défensif. Tu vois. Et ça, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Même si le sujet que j'ai traité n'était pas... C'était en combien de temps? En 2 ans. En 2 ans. Ah, mais là, ça aurait été un peu comme, tu sais, maintenant, tu vois les mecs qui lancent des boîtes 1 an plus tard. Et puis en plus, moi, là, pour le coup, je suis un peu une machine de guerre quand je suis dans ce mode-là, tu vois. Donc, voilà. C'est intéressant parce que, en effet, ce qui est marrant dans ton histoire, c'est que du coup, il y a des histoires de 10 ans. Arisem, je crois que c'est 10 ans. James Watt, là, ça fait 20 ans. Et ça, c'est dure 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il faut ce que tu dirais, j'ai l'impression qu'en fait, la bonne réponse, c'est d'arriver quand même à être bien aligné entre ce que tu fais et qui tu es. Et du coup, si c'est pas le cas, de pouvoir vendre rapidement parce que le but, c'est de faire du cash, quoi. Et donc ça, tu l'avais bien conscientisé à l'époque, quoi, en fait. Là, je vais déjà commencer à comprendre ça. Et effectivement, je me sentais pas à l'aise dans ce milieu-là. Donc je me suis dit, non, on n'y reste pas, tu vois. Et effectivement, même si peut-être, ça aurait pu devenir un équivalent d'Opinionway à terme, tu vois. C'est après, tu vas te retrouver, tu vas être un truc... Enfin, ce qui se passe derrière tous ces instituts de sondage et tout ça, et justement, tu vois, moi qui ai un côté très scientifique, honnête homme, tu vois, à la recherche de la vérité, tu vois, souvent, tu sais, dans les boucles, tu sais, WhatsApp du groupe, tu sais, j'essaie toujours de ramener un peu une espèce de vérité, et pas seulement sur une espèce d'excitation ou de, tu vois, moi j'aime bien, je suis un homme de science, moi, tu vois, donc j'aime bien la vérité. Bon, dans ce monde-là, en gros, on fait appel à des instruments de vérité. Les instituts de sondage, ouais, mais pas pour obtenir la vérité. Tu vois. Et là, moi, c'est genre, oh bah non. Tu vois, il y a un côté, bah non. C'est pas juste, quoi. Tu vois. Et ça, c'est mon côté un peu... des fois, j'ai une petite morale un peu limitante. Tiens, on parle de ces pensées limitantes. Mais écoute, je préfère le dire comme tu le dis. C'est-à-dire, vaut mieux être bien dans ses baskets, quoi. Tu vois. Moi, j'ai mes limites personnelles, morales. Elles sont ce qu'elles sont. Voilà. Mais justement, tu vois, comment tu vois le fait d'être... je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs de gauche, tu vois. Toi, je sais pas si je pourrais dire ça, mais c'est quand même un entrepreneur que je qualifierais dans cette tranche, tu vois. Je suis souvent le gauchiste de service. Bah oui, t'es un peu le gaucho de service. Voilà, tu combats pour la souveraineté numérique française. T'as une vision, je pense, du salariat qui est assez protectrice. En effet, tu vois, d'ailleurs, c'était le cas dès le début où tu voulais pas lever de fonds pour ça, parce que capitalisme, c'est pas forcément bien, c'est pas dans ton éducation. L'argent, c'est sale, tu l'as dit tout à l'heure. Comment tu vis avec ça maintenant? Parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression que ceux qui réussissent très loin, qui vont très fort, qui font beaucoup d'argent, mais du coup c'est peut-être pas ton objectif, tu vois, c'est intéressant que tu nous le dises.
Ils se sont séparés complètement de toutes ces considérations morales liées notamment à l'argent, tu vois. Donc comment tu le vis aujourd'hui, ça? En fait, si tu veux, moi, un peu à mon image, genre, je moyenne un peu les choses. C'est-à-dire que, d'abord, on va parler de moi, puis tu vas parler plutôt de mon logiciel politique par rapport à ce que tu viens de dire là. Pour moi, ce que j'ai fait, c'est effectivement, à un moment donné, tu vois, dans mes histoires de vie, je me suis dit, non, l'argent n'est pas toujours sale. Et puis, en fait, à un moment donné, on mérite aussi par rapport au boulot qu'on fait, au génie qu'on y apporte, à l'énergie qu'on y met. Parce qu'à un moment donné, entrepreneur, quand même, mine de rien, tu fais pas 35 heures, tu fais plutôt 2 fois 35 heures dans la semaine. Tu as des moments très durs où tu peux pas, toi, justement, dire, je me mets en arrêt maladie, parce qu'en fait, c'est souvent, d'ailleurs, tu vois, les entrepreneurs qui se mettent en arrêt maladie, des fois, c'est même carrément, ils arrêtent en burn-out complet. Enfin, tu vois, c'est souvent, c'est pas genre une journée comme ça, tu vois, c'est assez rare. Tu vois. Oui, on pousse la machine à fond et puis boum, on craque. Parce que t'as pas trop, finalement, comme t'as un certain rôle, t'as pas trop la possibilité. Donc, tu veux, ce rapport énergie, talent, expérience aussi, parce que mine de rien, au bout d'un moment, si tu veux, tu parlais de 30 ans, tu vois, bêtement, tu vas sur LinkedIn, je dis, ouais, moi, ça fait 30 ans, je pourrais être CTO de je sais pas quelle structure, je serais payé tant, tu vois. Donc, à un moment donné, tu vois, il y a beaucoup de limites, en restant sur l'argent, que j'ai fait sauter par rapport à mon éducation, très là-dessus, tu vois, l'argent c'est sale, et puis ceux qu'on a, c'est des salauds de riches et tout ça, tu vois, donc bon, voilà, donc moi j'ai bougé, moi, là-dessus, d'accord. En revanche, je maintiens, et ça c'est mon logiciel depuis toujours, que trop d'inégalités, c'est ça mon côté gaucho en fait, crée de la violence. Donc moi, l'inégalité n'a jamais été un vrai problème pour moi. Mais trop d'inégalités, et en particulier la prédation. D'ailleurs, il y a les prédateurs, on les appelle maintenant. J'aime beaucoup parce que ça y est, c'est arrivé dans le vocabulaire. La ministre même l'a dit encore avant-hier soir. J'étais avec elle sur la soirée Souveraineté numérique. Elle a employé le terme de prédateur en parlant justement des GAFAM et compagnie. Enfin, parce qu'à un moment donné, dans n'importe quel écosystème, que ce soit économique ou... La guerre est déclarée, pardon, je t'interromps, mais la guerre est déclarée, là, ça y est. Entre la France, les États-Unis, enfin l'Europe et les US, ça y est, la guerre est déclarée. Parce que jamais on se serait permis de dire des prédateurs en parlant des GAFAM il y a encore 3 mois, tu vois. Je pense que là, ce que fait Trump, ça y est, on assume des trucs. Moi, par contre, c'est bien. Moi, ça fait très longtemps que je le dis, et moi, je suis pour la tempérance. C'est-à-dire que, tu vois, de la même façon que, tu vois, s'il fallait prendre l'échiquier politique, moi, je suis absolument pas sur la question qu'il faut que tout le monde ait le même salaire ou le même niveau, etc. Parce que ça, c'est même triste. T'imagines que tout le monde ait la même chose tout le temps. De toute façon, ça n'a pas marché. Le communisme, à l'échelle d'État, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, et on sent qu'il y a quelque chose de même de faux là-dedans, tu vois. Il y a les petits, il y a les grands, il y a les gens qui courent vite, d'autres moins. Je veux dire, la différence, elle est consubstantielle à la nature. Après, il y a le fait que, justement, on a un système qui crée des effets de levier. Et tout d'un coup, tu as une personne, un homme qui peut tout d'un coup gérer, et là, il va se retrouver à prendre la moitié des ressources de tout un espace. Ben non, ça, c'est trop, tu vois. Donc moi, ma logique, elle est dans la tempérance. Pour moi, je dis souvent, une mesure moi, qui me paraît très, très juste, c'est de dire, on n'a pas le droit de créer des entreprises de plus de 10 000 personnes. Au-delà, ça doit être splitté. Une logique cellulaire. Il n'y a plus avoir de gouvernance commune. Ça éviterait justement ces empires qui se construisent et qui créent des rentes, qui créent justement après des souffrances, qui créent justement tout ce qui fait que souvent, quand tu regardes, tu t'aperçois que c'est les empires qui posent des problèmes. C'est pas les choses qui sont en croissance, par contre, tu vois. Une boîte qui est en train de passer, d'ailleurs, tu vois, les gens que tu as cités, là, qui réussissent, souvent, c'est des magnifiques aventures. Quand les gens ont des boîtes de 50 qui passent à 100, puis à 1000, puis à 10 000, c'est des superbes aventures, tu vois. Et ça, c'est des vrais moments de vie. Et souvent, d'ailleurs, les entrepreneurs qui font ça le font, même qui sont droits ou de gauche, d'ailleurs, tu vois, moi, ils le font généralement de manière positive pour leur écosystème. Puis à un moment donné, clac, ils dépassent. Et là, il faut qu'ils se maintiennent comme empire. C'est Google, c'est Microsoft dans le numérique, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des trucs de salauds. Parce que se maintenir, c'est pas la même chose que construire. Se maintenir, c'est empêcher d'un autre de grandir, donc il va falloir lui péter les genoux. Donc tu retrouves des méthodes de mafieux. C'est pour ça que moi, mon logiciel là-dessus, il est extrêmement clair. Tout ce qui est croissance et qui crée, comme on dit, de la valeur, même qui crée de la nouveauté, etc., dans ce moment d'ascension, moi je le vois, c'est souvent, même quasiment toujours positif. Tu vois.
Dès que tu commences un petit peu à vouloir te maintenir, là, t'es une... Tu vois, Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et ça, aujourd'hui, notre société ne veut pas l'entendre. C'est bien, en fait, en gros, ce que tu me dis, c'est l'inégalité dans la nature, c'est très bien qu'il y ait de l'entrepreneuriat, qu'il y ait de la liberté, c'est très bien de gagner de l'argent. En revanche, l'ultra-capitalisme, l'ultra-libéralisme, l'ultra-inégalité, en fait, consubstantielle à ce système-là, pose problème. Et donc, toi, dans ton rapport de dirigeant à ton entreprise, tu te dis, en fait... je préfère faire une start-up PME entre guillemets qui nourrit son écosystème, et puis toi avoir des activités aussi intellectuelles de militantisme sur des sujets de souveraineté, etc., que d'aller pousser la machine. Et puis peut-être aussi que tu en as marre, non? Enfin, je veux dire, là, ça fait 20 ans que tu fais Jamespot. Qu'est-ce qui te donne encore envie de continuer, tu vois? Alors ça, après, je pense que tu vois, en tout cas, pour ma vie en tout cas, le fait de vieillir à un moment donné, tout est plus aussi excité que quand tu as 20 ans. Et tu vois, je pense qu'effectivement mes cycles sont un petit peu plus longs, parce que aussi, tu vois, tu es dans un rapport au temps qui est un peu différent. Deuxième chose, c'est que franchement, le sujet sur lequel je suis, la collaboration humaine, c'est-à-dire en fait qui est au cœur du numérique. Quand on regarde, c'est quoi l'outil central dans le numérique, c'est quand même comment on fait pour que les humains communiquent entre eux, tu vois. Je suis là, moi, en termes de problématiques. Et même si, par exemple, tu vois, des fois, c'est pas le marché le plus important, je pense qu'il est plus important, d'ailleurs intellectuellement et comme problématique, que, par exemple, celui de dire je vais faire des factures ou générer des fiches de paye, qui est un sous-élément administratif du monde. Donc moi, d'ailleurs, j'ai toujours choisi la partie non administrative du monde. Si tu regardes mon parcours, je n'ai jamais généré un CERFA, jamais généré ça. Enfin si, je l'ai fait quand j'avais 15 ans. J'ai fait un logiciel de compta pour les déclarations d'impôts pour les exploitations agricoles. Mais je l'ai fait à 15 ans. J'ai dit, OK, la gestion, c'est pas pour moi, mais j'ai compris que sans doute on gagnerait plus d'argent là, mais je trouve pas ça intéressant. Là, je suis au moment où il y a l'humain, l'IA, je suis le truc le plus intéressant d'un point de vue difficulté technico-fonctionnelle, tu vois, pour l'homme d'innovation que je suis. Et donc, moi, je suis émerveillé par tout ce que je peux faire, ce que je ne fais pas, ce que d'autres font mieux que moi. Moi, je suis aussi un amateur d'art, tu vois. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, c'est une des règles d'ailleurs de Genspot, c'est regarder ce qui est beau chez les autres. Tu vois, moi, c'est pas juste Genspot, tout ce qu'on fait qui est formidable, bien sûr, mais c'est surtout aussi tout ce que les autres produisent, on dit, putain, regarde ça, c'est malin, putain, voilà, tu vois, un peu comme l'art, quoi, tu vois. Donc moi, j'ai un rapport qui est celui-là, en fait. Donc, si tu veux, sur un sujet inépuisable, je m'ennuie pas. Et deuxième truc, j'ai construit un petit écosystème, justement, de valeurs très forts, qui sont très alignés avec mes associés, là, pour le coup, par rapport à ma première boîte. Je dis pas que c'est orthogonal, mais pas loin, tu vois. On est très proches dans les valeurs. Et les Genspotiens sont aussi tous recrutés dans cette logique-là, tu vois. Alors, tu sais bien, toi, regarde avec le club Bootstrap, comment tu as recruté des gens en disant qu'il fallait qu'ils aient des valeurs communes, même s'ils étaient différents, et ça produit une alchimie bien particulière. Ben, c'est pareil. Comment tu définis, tu vois, c'est pareil, ça c'est une question, je pense que beaucoup d'entrepreneurs, même de managers se posent à l'échelle de leurs équipes, tu vois, c'est comment tu crées... comment tu crées cette culture? Comment tu la définis, toi, la culture de Jamespot? Comment tu as fait pour la définir? Déjà, c'est pas venu tout de suite. C'est pas day one que j'ai dit c'est ça la culture, etc. C'est une mayonnaise que je fais avec les gens au fur et à mesure du temps. Parce que je pense que c'est aussi une sensibilité sociale, tu vois, du moment. C'est-à-dire que les gens ne sont pas pareils en 2025 qu'ils étaient en 2000, tu vois. Donc, c'est une évolution. Après, c'est le fait aussi de la conscientiser, de la pratiquer. Et alors, d'un truc, moi qui suis athée, d'un mode un peu religieux, parce que le religieux a beaucoup de choses à nous apprendre. C'est pas parce que je ne suis pas religieux que je ne connais pas la religion. C'est juste que je ne crois pas qu'il y a un machin qui est au-dessus, qui nous regarde, etc. C'est juste ça. Tout le reste de la religion, je la trouve intéressant. La partie, par exemple, ritualisation. Donc, nous, on a beaucoup de rituels. Tu vois, de rituels qui règlent, par exemple... Par exemple quoi? Par exemple, le matin, on fait un bail. À quoi? Un hello le matin et un bail le soir. Tu vois, le matin, on se retrouve à 9h dans nos bureaux virtuels pour un petit quart d'heure. Ah oui, c'est ça. Voilà. Attends, petite parenthèse, c'est qu'en fait, Jamespot, vous avez aussi un métaverse en fait à vous, et qui fait office de beau bureau virtuel où tu peux te balader avec ton avatar. Et donc il y a le petit Alain avec ses lunettes, et il y a les 50 autres personnes. Et les cheveux. Et les cheveux. Je me suis mis des cheveux du coup. Vu ah oui, parce que là, t'as la calvitie pour nos auditeurs. Donc là, il a des cheveux, le Alain. Tu vois, okay, c'est le truc de ma coquetterie un peu de voilà. Et donc
Donc on se retrouve, et par exemple, tu vois, le mercredi, on a plutôt un défi perso, donc on tire quelqu'un au hasard et on lui fait un défi perso le matin du Hello, et après ça ouvre un peu à une discussion, tu vois. Bon, à d'autres moments, ça va être très informel, le temps qu'il fait, etc. Qu'est-ce qu'on a dans la semaine. Et le soir, par exemple, le bye-bye, les gens viennent pas s'ils veulent ou pas, hein, c'est juste avant, c'est 17h45, hein, et la phrase qu'on doit prononcer, donc c'est en ce sens-là, c'est très religieux rituel, c'est « Eh bien maintenant, vous pouvez reprendre une activité normale ». Phrase qui est pour moi très importante, toi, dans notre culture, qui veut dire, vous pouvez, chaque mot, tu sais, c'est comme en philosophie, tu sais, chaque mot, il faut l'analyser. Vous pouvez, ça veut dire que tu n'es pas obligé, mais c'est plutôt recommandé. Au sens, on ne demande pas aux gens de bosser jusqu'à 22h, mais on ne dit pas aux gens à 18h, ah, c'est bon, on est éteint à 18h01. Tu vois, ce n'est pas un rapport... bon, vous pouvez reprendre une activité normale. Donc cette activité que vous venez de faire dans la journée n'est pas normale. Donc là, c'est le côté, c'est une activité, donc c'est bien un travail. C'est pas, on ne fait pas croire que c'est une colonie de vacances. Il y a des activités, on travaille. Et normal, ah oui, parce que... Et donc ça, c'est le côté un peu, tu vois, joke, on ne se prend pas au sérieux dans un travail. Le travail, c'est un peu anormal par rapport à la vie perso, sous-entendu, dans notre monde un peu justement trop tourné vers le travail, moi je trouve, et pas assez sur un équilibre de vie. Voilà. Et aujourd'hui, on tendanciellement va pour ça. Rappeler que c'est peut-être le travail qui n'est pas qu'une activité normale. Tout peut être vu comme un truc anormal si tu regardes de l'autre côté. Tu vois, voilà. Comme les enfants ne comprennent pas que leurs parents travaillent, si tu veux, tu vois. Donc il y a bien quelque chose d'anormal au travail par rapport à l'état de nature dans lequel normalement on ne travaille pas, les animaux ne travaillent pas. Les premiers hommes ne travaillaient pas, et avant la société industrielle, on chassait, on pêchait, mais on n'était pas des travail dans ça. Donc, tu vois, voilà, et ça c'est bon. Et on en a 11 trucs comme ça, des rituels, des machins, des trucs, qui fait que, tu vois, on ponctue la com interne et toute la stratégie par des saisons, saison 1, saison 2, enfin tu vois, là on a la saison 13, on a l'épisode 1, épisode 2 avec toujours la même articulation, c'est un peu comme un... Mais comment ça, est-ce que tu peux détailler ça par exemple, c'est intéressant. Bah, ça veut dire que il y a un moment donné, on a daté, donc la boîte a 20 ans, mais on a daté, ça fait 13 saisons, qu'on commence à faire un truc qui est que en chaque début d'année, à tous les Genspotiens, on donne tous les chiffres de l'année d'avant. Et avec en plus le retour du passé pour avoir une big picture. Et donc ça, c'est un premier truc, c'est c'est épisode 1 de la saison. Et après, on a 3 semaines de palabres. Et au bout de 3 semaines, on fixe, dans l'épisode 2, la stratégie pour l'année qui a été faite par des discussions qui sont verticales. On fait des brainstorms, on fait des trucs entre le codir, on le fait par service. Enfin, là, c'est un peu des palabres, un peu dans tous les sens. Les trucs qu'on sent qui vont pas bien, on les met à l'agenda, on réfléchit ce qu'on peut faire, etc. Et là, on fixe le cap, et saison 2. Et maintenant, c'est devenu, ça a évolué d'ailleurs dans le temps, maintenant carrément une vraie émission, un peu comme une émission de radio, où je suis avec Benoît, on est un co-animateur. Et donc, on met de la musique, on fait venir des gens sur scène. C'est une petite émission qui dure 2-3 heures. Et il y a des quiz, des jeux, des machins. Il y a des gens que... C'est la première fois avec James Watt que tu vois, que tu crées comme ça une telle culture avec des rituels les premières années, les premières boîtes, tu l'avais pas fait du tout? Non, pas comme ça. Et Valimage n'a pas eu le temps encore d'être assez... tu vois, c'était trop court. Sur ASM, c'était même plutôt... on avait des espèces de... On avait des valeurs culturelles, mais elles étaient presque... tu vois, on s'appelait on était 4 associés, on s'appelait les 4B, parce que c'était les 4 branleurs, tu vois. Tu vois, c'était plutôt ce genre de truc de gars, de jeunes. De jeunes qui veulent faire... Ok, je comprends. Tu vois, donc il n'y avait pas, tu vois, il y avait pas ce travail qu'on a fait, et dans lequel, moi je pense que ça fait partie effectivement de la réussite de la boîte aussi, mais au-delà de la réussite, c'est le fait de sentir bien, tu vois, mais c'est un travail permanent, parce qu'en fait, à tout moment, tu as des gens qui arrivent, ils viennent de l'extérieur avec d'autres vues, tu vas dire c'est sympa, puis en fait, des fois, les trucs, ils vont pas être alignés avec ça, tu vois. Ou tu as des gens qui ont des visions politiques des fois plus extrêmes, qui, tu vois, par exemple, pour l'histoire de salaire, vont dire, ah non, mais non, quand même, si tout le monde a le même salaire, ça serait bien. Eh oui, t'embauches un salarié qui pense ça et qui devient un peu activiste sur le sujet, tu fais quoi? Donc, tu vois, Tu fais quoi? Ça t'est déjà arrivé? Ah bah oui, mais ça m'a... Comment tu réagis alors que toi, du coup, ce serait de caricaturer que de dire que c'est proche de ce que tu penses, parce que tu nous l'as expliqué tout à l'heure, mais tu fais... Non, justement, il faut dire non, il ne faut pas que tout le monde gagne la même chose, et donc comment tu fais pour finalement
accepter la différence en martelant bien quand même que la doxa, c'est celle-là. Et accepter que de toute façon, toute personne qui rentre dans une boîte va bouger un peu la culture par son influence. Et qu'on ne peut pas en même temps, en tant qu'entrepreneur, être là à dire « Ouais, il faut des gens moteurs, et des gens qui soient vachement machin truc », et pas imaginer qu'ils vont faire bouger un peu ce qu'on est. Et souvent, moi, ce que je vois un peu dans des boîtes tu vois, les entrepreneurs, ils ont l'impression que tout est clair pour tout le monde. Ils embauchent plein de gens super puissants. Mais en fait, ces gens super puissants, si on les avait mis entrepreneurs, ils auraient fait une autre histoire. Donc moi, je suis plutôt aussi à me dire toujours en permanence comment je fais pour maintenir le cap. Et par contre, que nos valeurs bougent avec les gens qui sont dedans, sans non plus s'éloigner d'une espèce de grande boussole, tu vois. C'est compliqué, ça. C'est pas... Ouais, c'est fine-tuning. En tout cas, c'est un message enthousiasmant. Je trouve que le fait que ça fait 20 ans que tu fais ce projet, que t'as l'impression que c'est au cœur de tes valeurs et de tes intérêts, de ta source, parce que tu l'as parlé de ton geyser, tes geysers qui s'allument sur la question du numérique, parce que de jeunes geeks qui est intéressé par ça, et puis de travailler sur la connexion humaine que permet le numérique, l'intelligence artificielle, et donc t'es vraiment au cœur de tout ça. Quand même une question que je voulais aborder avec toi, puisque ça fait 30 ans, et donc tu me le disais tout à l'heure, il te reste peut-être une petite quinzaine d'années, on va dire, d'activité. Comment tu vois ça, la retraite chez l'entrepreneur? Est-ce que ça doit exister? Est-ce qu'on devrait la supprimer? Est-ce qu'on travaille Est-ce que toi, tu as envie de travailler jusqu'au bout de ta vie? Tu vois, quand tu vois cette question? Moi, c'est une bonne question. Et effectivement, moi qui aime bien un peu anticiper des fois, tu vois, même si moi je suis quelqu'un de vraiment du temps réel, l'intuition, tu vois. Voilà. Mais n'empêche qu'il y a des trucs, il faut un peu anticiper comme ça, parce que le temps, de toute façon, lui, il tourne et il t'attend pas. Hein. Moi, j'ai pas de réponse toute faite avec ça. Hein. Ce que je sais, c'est que je veux pas devenir un vieux con qui est encore là, tu vois, et qui encombre parce que justement il a le pouvoir, alors qu'en fait, il faudrait peut-être qu'il passe la main. Donc ça, c'est une grande peur personnelle, tu vois. Ça, c'est une vraie... D'être le mec qui s'accroche et en fait, les gens peuvent plus le voir, mais ils lui disent pas alors toi, parce que c'est le fondateur, parce que c'est le machin, parce que c'est le mec qui a le fric, parce que whatever, tu vois. Ça, moi, c'est une de mes peurs. Donc, je pense que je le réglerai avant. Peut-être pas, tu sais. Des fois, on devient la caricature de soi-même, des fois. Hein, mais en tout cas, ça, c'est une des peurs donc, sur lesquelles je veux éviter. Et après, dans le cadre de notre domaine, on est aussi des industriels. Donc, en fait, les boîtes, elles sont faites soit pour être plantées, arrêtées. Bon, c'est pas idéal. Hein, ça m'est déjà arrivé, mais tu vois, c'est pas idéal. Soit pour être transmises aussi. Et donc la question, c'est transmis à qui, tu vois. Donc ça peut être transmis à des gens à l'intérieur de la boîte. Hein, c'est tout le phénomène des LBO et tout ça, où tu as des managers qui reprennent les boîtes. Voilà, parce que, et puis tu as aussi les phénomènes, tout simplement, de rachat industriel. Voilà. Moi, je considère, alors pour le coup, alors, je ressors un peu de ma dimension perso, c'est que de toute façon, dans le monde logiciel en France, on est trop éparpillé. Il y a trop de petites boîtes. Moi, j'ai déjà racheté 6 boîtes, moi. Mais en fait, il faudrait qu'on soit beaucoup plus offensif sur le rapprochement des boîtes, tu vois, en France. On est trop petits tous. Les petites boîtes. Donc moi, et par contre, tout ça, je le pense, tu sais, comme la loi, je crois que c'est la loi de Poisson, c'est une loi dans laquelle, à tout moment, c'est comme pour les ampoules, une ampoule, elle peut durer toute une vie, comme en même temps, elle peut se péter à n'importe quel moment. Et donc, au bout d'une semaine, merde, l'ampoule a pété, tu vois. Mais la probabilité qu'elle pète est la même à tout instant. Et c'est comme ça que je pense, moi, la suite. Alors ça, c'est très difficile pour les gens. Parce que les gens, ils veulent savoir, quoi. Mais alors, la boîte, tu veux la revendre ou tu veux la garder toute ta vie? Genre, moi, je pense ces deux états en permanence aujourd'hui. Si tu dis ça aux gens, c'est très angoissant. Donc, un de mes problèmes, c'est comment j'arrive à faire passer, c'est quelque chose de très profond pour moi, mais qui est vrai pour moi, qui est pas... que en même temps, elle peut être vendue demain matin, comme je peux la transmettre au moment de la retraite à 65 ans. Donc encore dans 10 ans. Et moi, c'est vraiment ce que je pense. Alors, il y en a certains, tu vois, qui prennent la parole pour dire, moi, c'est ma boîte, je la durerai jusqu'au bout. Je sais qu'il y en a qui sont venus sur ton micro dire ça. Tu vois, rares sont ceux qui disent, moi, je veux la vendre vite, parce qu'en général, c'est pas le... Tu vois, c'est pas ce qui se dit, mais s'ils le disent pas, ils le pensent. Enfin, tu vois, voilà, bon, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais voilà, moi, je pense vraiment les deux. Et ça m'aide pas. Ça m'aide pas toujours dans la enfin, tu vois, dans la clarté de ton message. Tu vois, voilà. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que ça te rassure? De te dire, en fait, à tout moment, je peux la vendre et en même temps, en attendant, je la garde? Parce que parce que je pense que la réalité des trajectoires, c'est vraiment ces deux dimensions. C'est pas juste parce que ça me rassure, c'est parce que
quand tu es un entrepreneur et qu'à un moment donné, par exemple, tu as les opportunités de rapprochement avec des boîtes stratégiques plus grosses que toi, qui ont une belle histoire qui est en train de se faire, de ne pas le faire, il faut y réfléchir 5 fois. Tu vois, voilà. Et en même temps, de continuer une boîte qui marche bien, comme tu vois, et qui a un bel avenir comme ce que j'ai aujourd'hui, bah, continue. C'est pas seulement pour me rassurer, c'est la question. Tu vois, on dit tu que serais malheureux, non, si tu vendais ta boîte, en vrai? Ah non. Ah non, non, non. Alors ça, par contre, tu vois, ça, c'est marrant. Alors, je sais qu'il y a un truc en ce moment. Alors, je sais que toi, d'ailleurs, tu le dis souvent. Oui, alors les mecs ont un peu déprimé après, etc. Bah, c'est vrai, il y en a beaucoup. Un peu comme Giscard d'Estaing quand il est parti. Moi, je suis parti du Club Bootstrap. Alors, c'était pas ma boîte, parce que j'en étais pas propriétaire, mais je l'ai quand même lancé et porté pendant 4 ans. En fin de compte, je suis pas malheureux, tu vois, mais parce que je pense que j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur ne pas confondre mon identité et l'identité de professionnel, oui. tu vois. Puis moi, j'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai déjà revendu ma première boîte, j'ai vendu Valima, j'ai bien vu qu'effectivement, j'étais encore là, hein, d'une part. D'autre part, c'est que moi, en plus, je suis un boulimique, je fais 1000 trucs. Donc, moi, dès que j'ai du vide, je le remplis. Donc, après, c'est peut-être ça qu'il faut que je soigne, hein, tu vois. Oui. Je suis boulimique aussi de là, tu vois, en plus, moi. Mais... et donc, moi, j'ai tellement de trucs que je pourrais faire demain matin, tu vois. Donc, j'ai pas du tout d'angoisse vis-à-vis de ça. Et en même temps, je ne veux pas laisser penser à mes Genspotiens que je suis prêt à les abandonner demain matin. Et ça, c'est compliqué. Mais tu t'as dit un mot fort quand même. Là, tu as dit, je ne voudrais pas leur laisser penser que je les abandonne. C'est-à-dire que pour toi, vendre la boîte, ce serait les abandonner. Non, parce qu'il y a des gens qui pensent ça. Ceux qui pensent justement qu'ils sont là pour le reste de leur vie, ils vivent ça comme un abandon. Tu comprends ? Et c'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Les gens qui sont alignés sur le même truc que moi, qui disent en fait c'est des opportunités, et justement il n'y a aucun moyen de vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer et quand. Et quand tu regardes l'histoire des entrepreneurs, en général, ils te disent après, non mais c'est incroyable, c'était étonnant, machin. Il n'y a personne qui te raconte un plan tout fait, même dans les sorties à la retraite. Parce que les sorties à la retraite sont compliquées. Des fois, tu penses à ta retraite à 5 ans, puis 5 ans plus tard, c'est la crise des subprimes, tu n'as plus personne qui veut te faire un LBO. À 5 ans avant, évidemment, on était prêt à te donner je sais pas combien bidule. Et tout d'un coup, tu te retrouves... Moi, je suis plein de boîtes. Moi, j'ai aussi plein de boîtes que je suis. Ben, moi, j'en ai un qui a été tanké comme ça. Il s'est retrouvé, il devait sortir en 2008. Hein. Tu vois, il a été planté. Je veux dire, il est encore aujourd'hui, il a presque 78 ans, à gérer un espèce de truc où sa boîte, du coup, elle s'est retrouvée un peu en décalage, elle a perdu de l'argent, il faut qu'il s'en occupe. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Donc tu peux te retrouver pris dans des moments que tu peux plus maîtriser parce que le temps économique, c'est pas ton temps personnel, tu vois. Les cycles de crise, c'est 5-10 ans. Il y a de l'argent tout d'un coup pour des LBO, il n'y en a plus. Ça tout d'un coup, ça arrive. Tu vois, 2008, ça a été pendant des années. L'hécatombe, bien sûr. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis, je vois pas pourquoi sur la sortie des boîtes, on serait pas moins opportuniste que ce que sont les entrepreneurs tous les jours. C'est juste ça mon point. Mais que ça, évidemment, ça dit pas. Ok, je comprends. Ce serait quoi c'est quoi l'offre en mode le parrain, tu vois? C'est quoi l'offre que tu ne pourrais, à combien que tu ne pourrais pas refuser? C'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'une histoire qui te dépasse. Tu vois, même moi, tu vois l'histoire de Thalès. Franchement, tu vois, c'est une histoire qui me dépasse. À un moment donné, tu as une boîte ASM, on monte jusqu'à, mettons, 100 personnes, en fait 50 en vrai, tu vois, machin. On a un grand groupe qui te reprend, qui prend ton moteur d'analyse sémantique, qui remplace ce qu'ils avaient fait eux, et qui le déploie dans les systèmes d'armes. Enfin, tu vois, tu as un côté dans tous les systèmes de... Tu as laissé une trace, quoi. Tu as fait continuer une histoire. Exactement, tu laisses une trace, tu dis, ok, j'ai un truc... Moi, je suis très sensible à ça, quelque chose qui dépasse d'un point de vue industriel, tu vois. C'est ça, pour moi, le critère. Et en attendant, effectivement, on a tellement de... Je le dis à chaque fois au Genspotiens, tout est réinventé dans le digital, tout est réinventé. Donc, on a de quoi faire. À aucun moment, on est en famine ou au bout d'un chemin, tu vois. Pour le coup, avec l'IA, là, en ce moment, c'est un truc de fou. Alors justement, pour terminer cet épisode, qu'est-ce qui te fait le plus peur avec l'émergence de l'IA ? Peut-être en relation notamment avec ces questions de souveraineté en France, tu vois, qu'est-ce qui te fait le plus peur et qu'est-ce qui t'excite le plus ? Moi, j'ai jamais eu peur de Terminator, hein, même si je devrais, parce que quand même, il est costaud et quand il frappe à ta porte, t'es un peu mal barré. Mais moi, je suis plutôt au contraire. Je pense que la suite, ça va être l'éthique des 500 prochaines années. Moi, je pense qu'on est dans un changement de civilisation.
ça va être comment est-ce qu'on arrive à se réconcilier avec... Attends, des 500 prochaines années, Ouais. 500. Ouais. D'accord, C'est-à-dire qu'on vit des cycles de 500 ans, pour moi, quand on regarde. Ok. Et donc là, on est en train d'un basculement dans lequel la question qui a été posée par les Lumières, qui était basée sur le savoir humain, comme un rapport à la vérité, et dans lequel il se décline dans le droit qu'on connaît, et avec un regard vers le progrès. Voilà, c'est ça le cycle dans lequel on est. Les fondements d'éthique que je parle, tu vois, vraiment. Ça va être balayé par le knowledge n'est plus le knowledge humain, mais le knowledge des humains et des machines. Et donc là, d'une part, et d'autre part, la nature avec laquelle on a fait un peu n'importe quoi, il va falloir qu'on la considère. Donc il va falloir qu'on ait... donc pour moi, il y a vraiment une reconstruction complète de notre rapport aux machines et à l'IA et à la nature. C'est ça qui est notre défi devant nous et qui va nous changer complètement. Moi, j'ai pas peur de ce qui va se passer. Tu vois, j'ai pas peur de ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est que par contre, par rapport à tout notre référentiel aujourd'hui, il va être complètement revu. De la même façon que ceux qui étaient religieux à l'époque et scolastiques ont été complètement bouleversés par une approche scientifique et de partage de connaissances. Là, par exemple, c'est là où aujourd'hui on dit l'humain, on dira oui, mais non, mais moi j'ai mes machines et j'ai une conscience numérique qui est avec moi, et qui est peut-être plus importante que moi, qui me dit peut-être des choses qui devient peut-être mon maître, mais que j'ai choisi, comme la servitude volontaire. C'est-à-dire que la servitude volontaire ne sera plus du rapport aux humains, mais aux machines. Voilà, ça, c'est mon hypothèse. C'est une hypothèse. Donc tu vois, voilà, je suis moins inquiet que hyper excité. Par contre, tu m'amènes sur la souveraineté. Bah oui, non pas ce qui m'inquiète, mais c'est que là, il y a un moment très fort. Tu parlais tout à l'heure de guerre avec les États-Unis. Les prédateurs sont là et ils ne veulent pas lâcher leurs morceaux. Normal, c'est le principe même du prédateur, tu vois. Donc là, je suis inquiet de ça. Parce qu'un prédateur, vu que la voix de la raison, il n'en veut pas, à un moment donné, il n'y a que la force qu'il entend. Donc quelle force on va déployer pour que ça se rééquilibre ? Et j'aimerais pas que ce soit une force au sens propre du terme militaire, tu vois. Ça me fait plus peur. Moi, je préférais que ce soit dans un monde pacifique, où nos amis américains disent « Ok, d'accord, on a compris, on a 90% de domination sur le numérique, sur l'Occident. Allez, on vous en laisse 50%, on prend l'autre 50%, on fait un Yalta, si tu vois. Et fin de l'histoire. » Parce qu'en fait, moi, je ne veux que ça. Moi, je veux absolument pas... Tu vois, moi, dans ma souveraineté, depuis le départ, c'est pas la question qu'on soit 100% français ou européen. Et oui, qu'on récupère tout pour nous. Pas du tout. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça c'est pas du tout le projet. Mais c'est la différence entre être dominé, tu vois, et simplement en égalité. Il n'y a pas de raison que les États-Unis captent autant de valeur sur notre dos, parce que ça nous paupérise, ça nous rend d'ailleurs agressifs entre nous. C'est comme ça qu'on finit par être xénophobe aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de problèmes que ça génère, qu'après, tu vois, qui sont des problèmes d'ordre 1, alors qu'en fait, le truc principal, je veux dire, les gens dans les prisons aujourd'hui, c'est pas des méchants, hein, c'est des pauvres. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Donc après, je sais que les gens de droite, ils pensent que c'est toujours des méchants, qu'ils aillent dans les prisons une fois, ils verront que c'est pas ça. Donc une fois que tu te dis, ah merde, c'est des pauvres, ah bon, bah si c'était plus riche, enfin, tu vois. Aux États-Unis, c'est qui est dans les prisons? Majoritairement les Afro-Américains. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres. Voilà. Donc, et ça, tu vois, ça, c'est mon combat de fond. Tu vois. Et donc ça, j'en ai peur. Parce que je sens que les États-Unis, alors là, avec Trump, machin, il n'est pas du genre à le faire avec le dos de la cuillère. Mais c'est un businessman, pas un guerrier. Donc s'il n'écoute pas ses conseillers, il choisira toujours la question de l'argent plutôt que la question de la guerre. Mais derrière lui, quand tu regardes son premier cercle, tu as des vrais idéologues qui, eux, préfèrent la guerre. Parce que la guerre est l'ennemi du commerce, comme disait Montesquieu. Et oui, mais c'est pour ça. Et donc, c'est pour ça que le commerce a au moins cette vertu aussi, tu vois, de remettre les humains ensemble. Donc voilà, tu vois, c'est plutôt... et c'est vrai que moi, je me place de plus en plus sur un temps long. Il y a un truc qui t'excite quand même dans tout ça, qui te réjouit, tu vois, par rapport à l'arrivée notamment de l'intelligence artificielle. Mais sur les deux dimensions. L'IA, si tu veux, c'est comme toute nouvelle technologie qui potentialise des choses incroyables. De la même façon que quand Internet est arrivé, il a potentialisé ce qu'on fait aujourd'hui, si tu veux. Avant, c'était l'enfer. Pour faire une radio libre, tu vois, il fallait un matos de malade. Donc, l'IA potentialise aujourd'hui tout ce qui est
en fait, entre le moment où on pense quelque chose, on a structuré quelque chose, l'IA peut arriver pour être un peu notre béquille permanente, voire celui qui nous met, comment dire, dans un espace qui n'est plus celui de notre propre conscience avec nos biais, mais dans une conscience supérieure. Donc c'est hyper excitant. Moi, je crois beaucoup qu'il y a l'émergence d'IA collectives qui vont permettre, par exemple, de parler de culture d'entreprise, de travailler à l'homogénéité d'une culture d'entreprise parce que tu auras des IA qui s'en occuperont, là où les humains s'en occupent pas tous les jours, tu vois. Donc ça, c'est une espèce de quelque chose de très puissant. Donc moi, je suis assez excité par tout ce qui se passe, tu vois, là-dessus. Voilà. Et sur la souveraineté, je suis aussi excité parce qu'en fait, Trump, avec son côté un peu chien fou, nous oblige, nous, l'Europe, à sortir de la torpeur dans laquelle on était. C'est une espèce de fuite en avant dans laquelle, en fait, on se respectait pas et dans lequel on vivait plutôt sur de l'endettement, d'ailleurs, plutôt que de la production. Et qu'à un moment, non, il faut sortir de ça. Donc là, moi, je suis plutôt assez excité. Et moi, je crois que les crises, elles sont justement le moment d'inventer plein de choses, tu vois. Donc, c'est l'histoire de ton parcours. C'est l'histoire de ton parcours aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. C'est l'histoire d'un entrepreneur qui a vécu un paquet de crises, qui a commencé dans le numérique et dans l'intelligence artificielle avant tout le monde, et qui se pose la question de quel monde on va laisser à nos enfants. Merci beaucoup, Alain, pour cet échange profond et à poil et sans filet. Écoute, merci à toi. C'était vraiment très agréable. Merci d'avoir écouté cet épisode de À poil et sans filet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix parce que ça nous aide énormément à faire grandir le format. Il est retrouvable sur Deezer, sur Apple, sur Spotify, sur YouTube en vidéo si vous avez envie aussi. Donc n'hésitez pas à partager, à nous mettre 5 sur 5, ça nous aide. Et surtout, à très bientôt pour le prochain épisode.